Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens aujourd'hui avec Aloïs, alias Alexis sur les forums. Bonjour. Aloïs, comment vas-tu ? Très bien. Très bien, prêt à débattre de ce merveilleux sujet que sont les techniques immersives. Quelles sont vos techniques de maître de jeu pour foutre la pression à vos joueurs, les mettre en immersion ? Mais justement, ça dépend de votre vision de Sens aussi. Avec toi également, et juste à côté de toi, Adrien. Adrien, ça fait très plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Depuis le temps que je te lis sur les forums, là, tes théories de fou, là. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs qui te connaissent ? Je m'appelle Adrien, je suis un garçon et je maîtrise Sens. C'est génial. Si tu as une forte poitrine. Exactement. Comment est-ce que tu as découvert Sens ? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Complètement par hasard. D'ailleurs, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai cliqué sur une bannière de pub. S'il te plaît. Ce n'est pas par hasard qu'on découvre Sens. Si tu Non, c'était déterminé. Tu devais découvrir le livre. Ça doit être l'influence de Wilfred, mais c'est donc forcément par hasard. Et donc, j'ai cliqué sur une bannière de pub, ouais. C'est vrai ? Ouais. Sur Sci-Fi Universe ? Non, c'était comment il s'appelle ? Un site de jeux de société qui note. Minuit 10 ? Non. Trick Track ? Ouais, c'est ça, sur Trick Track. D'accord, ok. Voilà. Ok. Comme quoi référencé sur Trick Track ? Bah oui, ça m'étonne aussi. Sur icosa.net peut-être plutôt. Je sais plus. Alors là, il faudrait se renseigner parce que c'est intéressant ça. Ah, parce que la dernière fois que j'ai cherché les jeux de rôle sur Trick Track, il n'y en avait pas. Ah oui, il n'y avait pas de jeu de rôle sur Trick Track. Donc vous l'aurez reconnu, notre ami Thomas Poussou est avec nous. Tom, ça va ? Bonsoir. Voilà. Et avec nous également l'ami Shadow. Bonsoir. Ça va ? Toujours en train de bosser sur tes projets secrets. Tout à fait. Et Soldevan est avec nous également. Bonsoir. Alors vous aurez vu que qu'aujourd'hui on a un petit peu plus la patate qu'au dernier podcast sur la résistance. Oui, il aime bien dire bonsoir alors que oui bon. C'est vrai qu'on l'enregistre en pleine journée en fait pour une fois. C'est toujours plus classe de dire bonsoir à ce qui paraît. Ah d'accord, OK. Bon. Alors bonsoir chers auditeurs, espérons que ce podcast sera agréable. Ça dépend à quelle heure ils écoutent le podcast aussi. C'est pour ça qu'en général, bonjour, c'est bien aussi quoi. Salut, ça marche très bien. Bon, salut, c'est intemporel. Voilà. Salut. Donc le programme c'est une demi-heure pour se décider sur si on va dire bonjour. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le but. Hein. Nos techniques pour mettre l'auditeur en immersion, hein. C'était ça le truc. Donc nos techniques pour mettre nos joueurs en immersion dans le jeu de rôle Sens, et puis surtout comment ces techniques favorisent votre vision de Sens. Qui veut commencer les hostilités ? Évidemment, personne ne veut prendre ce premier micro, qui est une patate sauce monstrueuse. Shadow, Adrien une fois, Adrien deux fois, Adrien. On m'a donné 2 micros, bon j'en prends un, ça suffira. Honneur au nouveau, dit Shadow. Alors Sens, comment je le fais niveau ambiance ? Est-ce que tu mets des musiques déjà ? Alors oui, je mets de la musique, mais ça c'est pas nouveau, je le fais avec quasiment tous mes jeux, j'ai toujours une musique de fond pour globalement tout le scénar. En général, c'est la même pour toute une campagne. Plus j'ai une ou deux pistes pour des moments particuliers d'un scénar. D'accord. Par exemple, je sais pas, on donne la resplioïde au bug. Ouais, Thomas. Tu utilises quoi comme type de musique ? Plutôt épique, plutôt sombre Alors là, oui. On entre d'entrée de jeu dans le vif du sujet. Là, ouais, après ça dépend beaucoup de ce que tu veux faire. Hein. Alors, par exemple, dans Renaissance, c'est plutôt des thèmes épiques. Ouais. Je me suis créé une bibliothèque épique. Donc voilà. Hein. Donc là, tous des trucs avec des gros orchestres et des machins, des chœurs et. Des trucs comme ça, non ? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. À peu près, mais moins trompette. Un peu moins trompette. Et c'est là qu'on voit d'entrée de jeu que selon comment on voit l'univers Renaissance, l'univers, on fait pas du tout la même chose. Alors. Personnellement, je mettrais pas de l'épique sur Renaissance justement parce que c'est qu'un début et je mettrais plutôt des musiques qui sont calmes et auraient tendance à monter pour faire ressentir aux joueurs le fait qu'ils aient une importance. Non. Alors que l'épique, ça veut déjà dire vous êtes tout pour le monde. D'accord. Voilà. Donc déjà, là, à ce niveau-là, il y a déjà un conflit de vision presque. Adrien. Bah ouais, parce que dans Renaissance, les bugs, c'est tout. Le reste, ça importe quasiment pas. C'est eux qui doivent sauver le monde et sauver la résistance. Enfin, Shadow, je te vois. Non, ça me rappelle le podcast de la dernière fois où on parlait justement de la vision de Moi, la je m'en souviens pas, je dormais pendant ce podcast. Oui, tout à fait. Comme quoi, c'est important justement la vision qu'on apporte à tout ça. Oui. D'accord.
Là, ici, on a clairement le cas où toi, tu joues plutôt, Aloïs, post-apocalyptique, on va dire. Complètement. C'est-à-dire avec une montée vers la lumière, quoi. On a, oui, voilà. D'accord. C'est l'arrivée sur la Lune. La Renaissance, vraiment, au sens où on part du plus bas, on part des profondeurs de la Terre pour. Et alors que toi, tu dis, Adrien, plutôt. Moi, c'est un combat où ils sont au centre, c'est les héros. C'est les héros. Donc déjà, c'est post-apocalyptique, mais c'est plus du décor que de l'ambiance. Hein. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, la Terre est ravagée, c'est désertique. Ouais, mais bon, c'est pas grave parce qu'ils sont là pour dégommer des méchants et voilà, et gagner quoi. Eh bien, je dois t'avouer que nous, c'est comme ça qu'on l'a joué la première fois. Thomas, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, personnellement, ma vision de Renaissance, c'est ça, c'est le côté très épique d'avoir le personnage en fait en tant que Bug et le héros, quoi. Tout le monde l'acclame, c'est eux qui vont sauver le monde, de façon à ce que quand t'arrives à Sens Mort, tu vois, t'étais super fort sur Terre, mais sur la Lune, t'es qu'une pauvre merde. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, Aloïs. C'est-à-dire que pour moi, il y avait aussi des musiques à la Alien où on était dans des ambiances de tunnels. Oui, c'est vrai, c'est quand même assez, on va dire plutôt science-fiction. Voilà, ouais. Onirique. Le fait d'être dans un endroit désertique, parce qu'il n'y a plus personne, mais quand même par le biais de bruit, savoir qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Mais moi, et l'épique, le côté épique, ressortait lors des combats contre les quadrillas, où là, tu as vraiment du dialogue, c'est-à-dire que tu as un aspect presque Saint Seiya, où tu as d'un côté le méchant... Complètement Saint Seiya, où tu as... où t'as le méchant qui fait son speech, sur son état et sur sa condition, et en face le Bug qui essaye de défendre aussi ses idéaux et son point de vue. Mais après, la musique, elle est contextuelle de toute façon. On ne peut pas mettre un genre de musique sur une campagne complète. Je pense que Renaissance n'est que le commencement, et tu l'as déjà expliqué, c'est par la suite que le combat contre les bugs va devenir plus important. Et je pense que ce sera plutôt sur Cosmo, notamment, que je vais mettre de la musique épique, parce que là, on sera vraiment dans le cœur du sujet, et on arrivera au paroxysme du combat au final. Alors même si je suis d'accord avec toi, on peut pas dire on va mettre telle musique, on peut dire d'abord quelle musique globalement on va mettre. Et moi, malgré tout, j'essayais quand même de rester dans les mêmes tons. Même les musiques un peu effrayantes venaient des mêmes OST. J'essaye d'avoir une cohérence musicale quand même. Et toi aussi, j'imagine, te connaissant, Aloïs. En fait, j'ai une collection limitée d'OST pour chaque sujet. Ouais. Donc, D'accord, ouais, ça marche. C'est une bonne idée à mon avis. Shadow, toi, au niveau des musiques, est-ce que tu en utilises déjà pour ta campagne ? Oui, surtout en début de scénario, enfin de partie, pour mettre les joueurs dans l'ambiance. Donc, tu disais que tu utilisais un générique. Tout à fait, un générique de début et un générique de fin. Alors le générique de fin, c'est toujours le même, c'est pour conclure la soirée. Alors, c'est quoi ce stress est interminable. C'est Diamond Dog de Beck. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, je trouve le manga ou le musicien ? Le musicien. Donc voilà, c'est pour conclure, c'est toujours la même. Et par contre, en début de partie, je vais mettre une musique soit liée au scénario précédent, s'il est important dans ce qu'on va jouer, soit une musique qui va introduire ce qui va se passer. Je demande à mes joueurs de fermer les yeux et de se retracer dans la tête tout ce qui s'est passé, vraiment de se remettre dedans, etc. Et ça permet de commencer la partie facilement. Alors, on invitait il n'y a pas si longtemps, Thomas, Masha Lobanova sur notre podcast, donc une musicologue qui travaille sur No Life, et qui nous disait que l'utilisation de la musique, ça se faisait aussi avec des silences et des pauses. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vos scénars sont tout en musique du début jusqu'à la fin, ou est-ce que parfois vous laissez du silence ? Aloïs ? Étant donné que la plupart du temps je joue sans musique parce que je n'aime pas avoir à gérer mon ordinateur en plus de la partie parce que j'ai tendance à trop m'immerger, je joue très souvent en silence. Il m'arrive de prendre de la musique. D'accord. Et même si c'est le cas, il m'arrive d'utiliser les silences pour rajouter au pesant. Parce que par exemple j'avais fait un scénario un jour dans un sous-marin où on était dans un huis clos complètement. Et le moment où la musique s'arrête, ça va ajouter à la tension parce que les joueurs ils disent il n'y a plus de fond sonore. Et même si c'est inconscient, ils vont avoir tendance à réagir différemment. Et ça, j'ai noté que les silences que nous avait conseillé de laisser Masha, parce que moi, depuis qu'elle m'en a parlé, j'essaye d'en laisser, ajoute énormément à l'attention. Effectivement, elle avait entièrement raison. Là-dessus, mais je pense sur d'autres choses, elle devait avoir raison. C'est-à-dire sur le fait, ce que nous, je me souviens dans ce podcast-là, nous avait reproché entre guillemets, c'est que l'utilisation de la musique dans le jeu de rôle se fait un peu comme dans un film, c'est que on se sert de la musique plus comme un fond sonore. On l'utilise la musique, alors qu'on ne va pas plutôt
dire l'utiliser plutôt pour que les gens l'écoutent et avec le biais d'écoute de cette musique va avoir l'ambiance. C'est un outil dans le jeu de rôle en fait. Adrien, je te vois les yeux qui s'illuminent, là t'as envie de prendre le micro. Justement, parce que moi j'ai fait un scénario qui était axé complètement à l'opposé, c'est-à-dire que je suis parti d'une musique et j'ai fait le scénario dessus. D'accord. C'est le scénario qui est donc sur le forum qui s'appelle Sous le feu des projecteurs et donc c'est autour d'un groupe de guitaristes qui s'appelle Rodrigo et Gabriela. D'accord. Je suis super fan oui. Et j'ai fait le scénar autour parce que je voulais que ce soit ça le centre. D'accord, ouais. Donc il y a moyen de faire l'inverse. C'est vrai que c'est moins systématique, mais. Et ça donnait quoi ton scénario fait autour de la musique ? Ça s'est très bien passé. Au niveau de l'ambiance, ça a vraiment aidé ? Ouais, ça a beaucoup aidé. Ouais. Comme quoi, elle avait pas tout à fait tort. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, depuis qu'elle m'a dit ça m'a. C'est son métier de toute façon. C'est son métier. Non, voilà, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'avais jamais réfléchi suite à ces discussions. C'est vrai que maintenant, utiliser la musique, j'essaie de le voir différemment, quoi. Ouais. Et bon, je suis pas non plus un joueur, un MJ qui utilise beaucoup la musique. Mais de toute façon, ça reste quand même très culturel et individuel tout ce qu'on va pouvoir ressentir par rapport aux musiques qui sont posées. Le silence qu'on emploie qui augmente l'attention, c'est le même que dans les films d'horreur. Là-dessus, ouais, c'est clair. Alors là-dessus, Macha n'est pas là pour vraiment répondre, mais je pense qu'elle aurait encore bien des choses à dire sur la musique. Retournons un petit peu. Shadow, tu avais quelque chose à ajouter ? Tu voulais rebondir ? En fait, au début des scénarios de sens, je mettais une musique de fond. Je sélectionnais une playlist que je laissais tourner pour une ambiance qui allait être présente quasiment sur tout le scénario. Et en dehors des parties, chez moi, parce que c'est des personnes avec qui je joue qui sont régulièrement chez moi, je laissais aussi ces musiques tourner régulièrement pour qu'ils s'imprègnent de ces musiques. Ouais. Et le jour où je me sers de ces musiques-là spécialement pour une scène, ils ont déjà des émotions sur cette musique. Il y a déjà quelque chose. C'est pas inconnu et c'est plus facile pour porter l'action, une action, une scène. Thomas. Moi c'est comme ça que j'essaie d'utiliser la musique quand j'en prends. C'est que j'utilise toujours des musiques les mêmes pour la baston, les mêmes pour les moments qui font peur. Comme ça, les joueurs ils sont direct dedans, quoi. Soldevan là qui est en train de se bouffer les cheveux. Et pourvu qu'il ne se les arrache pas, c'est ça qui compte. Est-ce que tu joues en musique ? Oui, moi j'utilise la technique de la petite playlist avec une certaine cohérence, c'est-à-dire même si deux musiques peuvent me faire penser à une même chose, je vais pas les utiliser si elles sont d'un point de vue purement dans le tempo et dans l'ambiance, je les utilise pas. Ce qui fait, en gros, moi le choix de BO met extrêmement longtemps, c'est-à-dire je pars par grande playlist thématique. Même par exemple, je peux avoir ambiance sombre et là à l'intérieur tu as un ensemble de sous-dossiers avec des playlists quoi. Et en gros, il m'arrive de changer, mais je la lance un peu en fonction de l'ambiance, quoi. D'accord, ouais. Moi, je laisse tourner derrière. Je fais un peu pareil que toi. Je faisais un peu pareil que toi avant de rencontrer Macha et qu'elle m'ouvre les yeux sur certaines choses. Donc, rapidement, est-ce qu'on pourrait faire un tour de table pour que vous nous citiez vos sources musicales ? Aloïs, qu'est-ce que tu utilises comme genre de musique ? Et aussi, précise-nous la vision de sens qui te semble correspondre à ces albums. Tu vois ce que je veux dire en les citant ? Bon, déjà pour la bataille, j'utilise globalement qu'une seule musique qui vient de Final Fantasy VII, c'est la Genova Trans. D'accord. Donc, qui est celle qu'on entend à chaque fois qu'on affronte Genova. Voilà. Que j'aime énormément, qui a des sonorités presque métalliques et qui reflète pour moi le côté futuriste. La même. C'est énorme. Moi, je me retourne vers Thomas, ça me fait beaucoup sourire. Et ensuite, oui, je dirais parce que les combats sont quand même relativement rythmés et ça m'évoque quand même la philonite aussi. D'accord. Pour le reste, ne jouant pas à sens en musique, je peux pas trop dire. D'accord, ok. Et la vision, on en parlera peut-être plus tard quand on parlera de techniques plus en rapport avec le jeu que la musique, parce que là, je peux rien dire de plus. Ça roule. Mon petit ami Adrien, alors toi, quel genre de musique tu utilises ? Donc tu nous as parlé de Rodrigo et Gabriela, donc les deux mais guitaristes. Ça, c'est très particulier. C'est pour un scénar. Voilà, en fait, à la base, pareil, j'avais une playlist que je mettais en fond, et puis au final, les pistes qui m'ont marqué le plus, c'est celles que je ressors très très rarement parce que c'est une scène en particulier. Donc par exemple, c'est une scène qui s'appelle Flying Kabuki de la BO de Blade Runner, je crois. D'accord. Il semble que j'utilise pour les passages de l'aiguilleur. Flying Kabuki dans Blade Runner. Il me semble. Je dis peut-être une erreur. Mais en tout cas, tu utilises des musiques de Blade Runner. Alors pourquoi est-ce que non, là c'était vraiment pour le thème Kabuki par exemple. Pour le thème du Kabuki. Mais c'était voilà. Mais si, il me semble qu'il y en a une qui s'appelle comme ça. Quelques pistes comme ça, très isolées que je prends pour des scènes très particulières. Ouais.
Et après, bon pour le combat du très épique avec des chœurs et compagnie. Enfin bon, là. Tu utilises pas du Carmina Burana quand même. C'est pas burné à ce point-là. C'est possible qu'il y en ait dans la playlist. Hein. C'est plus que probable qu'il y en ait. Oh là là là. Ah ouais, non, faut que ce soit gros. Hein. C'est des héros, hein. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Mifos, t'as qu'à bien te tenir. Exactement. D'accord, ok. Sinon, au niveau d'autres musiques, est-ce que tu as des albums à conseiller à nos auditeurs? Alors, oui, vas-y. Craig Armstrong, mais Craig ça, vous l'avez Armstrong, forcément entendu d'accord. depuis le temps, mais ça, c'est pour les scènes un peu plus mystiques, un peu plus première rencontre avec un quadrilla, des choses comme ça. Mhm. Je me transforme en quadrilla aussi, ça passe pas mal. C'est un peu le truc qui va bien. Ouais. Qu'est-ce que j'utilise d'autre de très particulier? Je sais pas. Non, Si tu veux, je peux te laisser les retrouver en Ouais, attendant de ouais, passer j'ai le micro à réfléchi un Shadow. Shadow, quel genre de musique est-ce que tu utilises dans tes scénarios? Eh bien, je me retrouve un petit peu dans mes deux Dans tes compagnons deux MJ. compères là? Voilà, parce que beaucoup de Craig Armstrong, Ouais. effectivement. J'aime faire réfléchir mes joueurs. Ouais. Et je trouve que c'est parfait pour susciter justement qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, voilà, les faire réfléchir, je trouve que c'est parfait. Et puis après, les scènes d'action, effectivement, j'ai peur de faire une erreur en le prononçant, mais Posthumus, là, Posthumus. Voilà. Yes, Posthumus, ça se prononce. Tout à fait, merci. Voilà, et je trouve que ça envoie pas mal, que c'est très bien C'est pour les très scènes bien. d'action. Je vois Adrien qui fait pareil, voilà, ça y est, il a c'est, retrouvé le... Donc c'est pas du ouais. Carmina Burana, mais bon, c'est de la ça burne envoie électronique, quand même, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. et puis bon, beaucoup de Metroid, plus en fond sonore, pas Des spécialement pour ambiances. des scènes, voilà, plus pour de l'ambiance. Des décors, des choses Voilà, comme ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose? Je repense à la musique que je vous ai fait écouter un peu plus tôt, RQTN, qui est RQTN. donc un projet solo français. Donc ça s'écrit RQTN, comme les lettres. lettres, Voilà. voilà. RQTN. Que j'utiliserai volontiers sur la Lune, notamment quand il va s'agir des scènes de météores, par exemple. Ouais, d'accord. Puisque on va. Sur des scènes de pensée, de narration interne. Parce que c'est vraiment contemplatif, un peu à la limite plus que la limite de la mélancolie. Oui, tout à fait. C'était d'accord. RQTN, très bon. Ouais. Je vous conseille à nos auditeurs de l'écouter. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. C'est vraiment très bon. Soldevan, les musiques que tu utilises dans ta playlist. Oula. Tu t'en souviens vaguement? Oui, non, mais je pars beaucoup sur de l'OST d'anime. Enfin, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans. Des fois, je trouve pas beaucoup. Ça a l'air d'être une honte pour toi. Enfin, non, pas du tout. Non, c'est surtout bien. que Nous, c'est ce qu'on fait avec Thomas. Non, c'est surtout que tu mets 3000 ans pour trouver 2 chansons. Des fois, ça t'arrive. Mine de rien, il y a certaines chansons de Death Note que j'utilise par exemple pour un contexte un peu urbain, un peu glauque, comme par exemple celle de. Moi, je fais une campagne à Berlin là, ce qui est pas la joie. Ouais. Mais je parle pas des musiques de Death Note, style Law of Solipsism ou Kyrie, c'est-à-dire celles qui sont bien cœur grégorien, bien Kyrie en train de tuer tout le monde, justement les autres. Tu parlais aussi d'OST de jeux vidéo. Oui, The Pass. D'accord. Comme Star Ocean 2 aussi, que tu avais l'air d'utiliser. J'ai utilisé un peu, mais ça c'est vraiment pour des scènes particulières des fois en fait. D'accord. Ça marche. Après, beaucoup de Metroid aussi pour l'ambiance. Il y a Prototype aussi qui a quelques très bonnes musiques. Prototype. C'est quoi? C'est un jeu vidéo sur 360. Je connais pas du tout. Oui. Et sur PC. N'étant pas un grand adepte de Sony, je parle de ce que je connais. Pas un podcast sur le jeu vidéo, hein. Ça c'est Gameblog, c'est à côté. Donc Thomas, toi, les musiques. Alors moi, mes musiques, c'est assez simple. Admirateur, Thomas, ne confonds pas. Moi, j'ai dans le dossier mes documents, mes musiques, Roma Musique, Roma JDR. Et là, je trouve le dossier. En fait, j'utilise pas trop de musique, j'utilise ceux de Rome. Donc Rome, vas-y, dis-nous quelle musique tu utilises. La Rome, il boit un verre d'eau, si tu veux, t'es gentil de pas lui donner la parole pendant qu'il se noie dans son verre. Moi, ce que j'utilise comme musique, c'est Metroid. Pour les ambiances et même pour l'épique. C'est-à-dire qu'on a le thème de Metroid qui peut tout à fait servir à des ambiances épiques. Maintenant, pour les grosses révélations de gros méchants, les speeches de méchants qu'on peut retrouver dans les bouquins, j'utilise surtout du Vangelis. Les musiques que je vous ai fait écouter en préparation de ce podcast, à savoir l'album Mythodea, qui est un album de Vangelis un petit peu difficile à trouver, mais
qui est vraiment très 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 bon pour sens. Il y a des ambiances, il y a des montées, des chœurs, il y a tout ce qu'il faut et c'est moins cliché peut-être que un Carmina Burana comme on disait tout à l'heure. Mais en tout cas c'est moins aussi comment dire connoté. C'est-à-dire que Carmina Burana ça a été très utilisé dans des scènes épiques liées à de l'heroic fantasy beaucoup ou en tout cas à des armes blanches ou des chevaux comme dans Excalibur, ce genre de choses. Donc j'essaie d'utiliser plutôt de l'épique space opéra, donc pour ça Vangelis c'est nickel. Et sinon mes sources elles sont citées dans le kit d'initiation, hein. Craig Armstrong comme vous tous, voilà. Et sinon j'ai des thèmes pour des persos aussi. Moi les personnages. En vous écoutant parler un peu des musiques que vous utilisez, on retrouve les musiques que toi tu utilisais déjà. Exactement. Ouais. Comme quoi l'inspiration est bien passée. Ouais c'est ça. C'est clair. On a retrouvé certaines musiques qui étaient liées à certains personnages. C'est clair. On connaissait d'avant aussi. Ouais. Vous avez par le kit d'initiation, Adrien? Non. Attends. ES Posthumus et Craig Armstrong, je connaissais déjà depuis des années. Quoi. Ouais. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé ces musiques-là, alors qu'au départ, quand Rome imaginait ses persos, les scènes, la musique tournait chez lui, quoi. C'est juste ça. C'est très intéressant. Et Radiohead, alors, vous l'utilisez ou pas du tout? Je vois Shadow qui a l'air de dire, mais bien sûr, mais évidemment. Bah évidemment, I May Belong, et puis même toutes celles. Le générique. C'est celle que tu utilises en générique ou pas? Tout à fait. Ah, putain, non, je l'utilise. Ah non, tu l'utilises pas en générique? Des fois en générique, mais pas tout le temps. Ça va dépendre de du scénario à venir ou qui s'est passé, hein, effectivement, comme je disais. Mais non, ça peut être pour des scènes particulières aussi. Je l'utilise beaucoup pour rappelez-vous de. Voilà, oui, d'accord. Ouais. On vit une scène qui doit nous faire. on va se souvenir de quelque chose et je vais utiliser cette musique-là. Radiohead, Thomas, tu voulais Alors, je veux juste dire, là aussi, c'est un truc qui m'a surpris, c'est que tu utilises des génériques. Ouais. Alors que nous, on jouait avec des génériques. C'est-à-dire qu'on avait d'abord toujours une scène avant où on nous explique un peu ce qui va se passer, le générique et le scénario. On utilisait les musiques de Dune, tu sais, cette musique de voyage. Et où en fait pour expliquer les résumés et ensuite on lançait Radiohead. Là on se regardait tous un peu en chien de faïence en attendant que la musique s'achève, ça mettait l'ambiance et puis paf on se mettait à jouer. Aloïs, si tu voulais dire quelque chose, t'avais l'air d'être t'as lâché ton micro genre bon c'est pas grave. C'était en fait que tu disais Carmina Burana très utilisé pour tout ce qui est épique et autres, mais ça peut pas être pire que la chevauchée des Valkyries par Wagner. Oui d'accord. OK, oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est clair. Adrien, tu voulais réagir sur Radiohead, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin Radiohead, mais en fait Radiohead ça change parce que on n'est plus dans Renaissance, on est dans Mort forcément. Ah, tu trouves? Okay. Ah bah. Et ben moi, si tu figures-toi que j'écris entièrement tout Sens Renaissance en écoutant du Radiohead. Ouais. La totalité. C'est possible. Oui, bien sûr. Mais après, c'est pas la même chose de le jouer que de l'écrire. Oui, tout à fait. Et dans Sens Mort, un petit peu de Radiohead, mais j'ai pas encore fait toute une playlist, donc pour l'instant ils ont pas trop de musique. Hein. Ouais. Ils ont eu pas trop de musique dans Sens Mort. Parce que c'est plus compliqué de faire une playlist parce que les bugs sont plus des héros, c'est plus quelques scènes qui vont être importantes. Il n'y a pas d'ambiance globale de Sens Mort. Pour moi, il y a plus, par exemple, le scénar que je vais peut-être vous faire jouer, il y aura du Lady Gaga. Et ça, dans Renaissance, tu peux pas. Dans Sens Mort, tu peux. Oui, d'accord. Oui, je vois, parce que c'est vrai qu'en fonction des fragments sur lesquels tu es, t'as des ambiances différentes. Mais quand même, il y a un leitmotiv, je trouve, de Thomas. Ouais, moi je suis un peu révolté d'entendre que dans Sens Mort, il y a pas vraiment d'ambiance générale. Alors, c'est des ambiances par quartier, moi je dirais plus. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je sais pas. Moi, je sais que Sens Mort, je suis pas un grand fan. Je trouve qu'il y a une ambiance générale du fait que le bug, en fait, en permanence, va avoir des occasions de briller comme il le faisait sur Terre, mais à chaque fois, ça échoue. Et en fait, je trouve qu'il y a l'ambiance de réflexion sur soi-même, c'est-à-dire que notre but, c'est peut-être pas que de se battre. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Adrien. Non, pour moi le bug il va pas briller du tout sur Sens Mort. C'est pas qu'il va essayer de briller et rater, il peut même pas briller. En fait, il a pas les circonstances. Il va juste essayer de secouer des gens et pas y arriver. Il a quand même des actions, dire que moi je regarde en Sens Mort dans les scènes en tout cas dans les scénarios qu'on a fait où on va leur proposer faut que vous allez sauver quelqu'un, faut que vous allez récupérer telle chose pour la résistance. Tu vois, ils ont les occasions de briller, de dire on va réussir une mission et on arrive à la fin de la mission, fait encore une d'échouer. Je pense au final que vous voulez dire la même chose, mais que lui il part du point de vue de la résistance. C'est-à-dire que c'est vrai que la résistance nous donne des missions qui vont nous donner peut-être l'occasion de briller. Il y a quand même un moment donné, carrément dès le début, on rencontre Mifos Quadrilla, on a peut-être l'occasion de lui péter la gueule, mais on échoue. Et tu vois, c'est toujours comme ça, quoi. On va d'échec en échec en fait. Ouais, effectivement. Mais par contre, dans le contexte de la Lune en tant que société, etc. Là, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ouais. Pour moi, le vrai combat des résistants sur la Lune, c'est pas affronter Mifos. Affronter Mifos, c'est le combat.
Mais le vrai fond du scénario, c'est récupérer la rune. Et ça, ils le savent qu'ils vont pas y arriver en fait. Ouais. Ils le savaient quasiment dès le début, les joueurs, sans le dire. Tu l'as déjà fait jouer ça à ta table ? Ouais, à ma table, là. Ça va, c'est passé parce que j'ai peur que ça entraîne un peu de frustration. Ça. Alors, ça, c'est peut-être une autre question, mais mes joueurs, en fait, j'ai une expression maintenant pour eux, c'est sortez-vous les doigts du cul. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent jamais à se décider d'aller affronter le quadrillade mort du fragment. D'accord. Mais jamais. Ouais. Donc, mais bon, c'est peut-être pas le sujet maintenant. D'accord, ok. Alors donc, on a fait le tour des musiques. J'aimerais quand même vous poser une dernière question sur les musiques, si possible, puis après on va passer aux techniques de maître de jeu autres que les techniques musicales pour mettre dans l'immersion. Est-ce que vous avez des musiques associées à certains personnages ? Parce que moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'en ai une pour chacune des runes. Et Aloïs, toi, est-ce que tu as des musiques associées aux persos ? Quand je pense à Gladius, notamment, c'est presque le seul personnage pour lequel j'ai un vrai thème. Ouais. Je pense au thème de Sid dans Final Fantasy VIII. Qui est vraiment sur les percussions, qui est très militaire justement, et qui a quand même une certaine notion de félicité et de tristesse aussi, je trouve. Oui, la mélancolie après la victoire, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bien vu ça. Adrien, est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui ont des musiques, des thèmes musicaux ? Ouais, donc j'avais déjà parlé de l'aiguilleur, mais j'ai aussi donc Wilfred. Wilfred, lui, je mets du Harsh Noise. Je choisis au hasard une piste de Harsh Noise et ça passe nickel. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le Harsh Noise, en fait, t'imagines la télé quand elle est en format mouche, tu sais, avec voilà, c'est ça. Je m'en doutais. C'est exactement ça. Et il y a des gens qui font ça d'un point de vue artistique. Moi, j'écoute pas ça pour le plaisir, j'avoue. D'accord. Ça ressemble à rien, mais pour Mifos, ça colle plutôt bien. Pour Wilfried, tu veux dire ? Oui, pardon. Pour Mifos, on mettrait plutôt du Philippe Glass, quoi. Des rythmes réguliers qui se répètent à l'infini. Ouais, alors on pourrait, pour moi, le Mifos, c'est de la musique classique, un peu genre Beethoven, quoi. Enfin... Je te vois révolter, Aloïs. Aloïs, reprends le micro pour Mifos. Pour Mifos, je suis un peu partagé parce que d'un côté, c'est quand même un excellent pianiste, si je me rappelle bien. Il a été professeur. Exactement. Voilà. Mais de l'autre côté, moi, je mettrais de la musique minimaliste. Parce que c'est un logicien et un mathématicien. Ça rappelle vraiment les mathématiques, la rigueur scientifique. Shadow, est-ce que tu as des thèmes associés à différents persos ? Puis après on va passer à Soldevin. Non, mais c'est quelque chose que je compte faire, mais pour l'instant, d'accord, ça me fait marrer. Non, pour l'instant, j'ai pas encore de thème vraiment posé puisque ils n'ont pas beaucoup de liens pour l'instant avec les joueurs, avec les personnages. Voilà, pour l'instant, j'ai vraiment fait réfléchir mes joueurs, mais ils n'ont pas encore beaucoup de liens avec les gros PNJ. Ça viendra et puis les thèmes s'installeront. T'as des idées déjà de thèmes que tu peux associer à certains persos ? Oui, mais attends. Elles sont cuitasses, les bananas. C'est comme vient de dire Adrien. Voilà, tout attention, ne parle pas sans micro, monsieur Adrien. Attention. Donc non, ça va venir doucement pour l'instant. J'y pense, mais j'ai rien de figé encore. D'accord. Soldevan, est-ce que tu as des thèmes précis pour les persos ? Du coup, si tu fonctionnes en playlist, peut-être pas. Je réfléchis un peu. Non, la playlist, c'est vraiment pour le cours du déroulement, c'est-à-dire ils sont en train d'enquêter, il y a le scénario. Et justement, je fonctionne toujours avec le morceau spécial pour la scène spéciale. D'accord. Ouais. Donc c'est plus par scène en fait. Je fonctionne beaucoup plus par scène que par personnage. Bon, des fois il y a des scènes qui se ressemblent avec des persos. Donc moi, un thème pour Mifos, ça me dérange absolument pas. Ouais. Pour Solipsis, déjà beaucoup plus, même si je sais déjà ce que je vais mettre à sa mort. Heureusement que les joueurs n'écoutent pas ces podcasts. C'est vrai. Ah bon, on n'a pas le droit de lancer. Si, vas-y, bien sûr que si, on s'en fout. Non, moi c'est. Ils sont capables que jusqu'à la fin de Sens Mort. Oui. Ouais, ça va. Donc, sinon, pour Mifos, des thèmes, des idées ? Parce que par exemple, tu parles de Death Note. Moi, je vois il y a peut-être des musiques qui pourraient coller pour Mifos dans Death Note, non ? Les Kyrie de Kira, ou alors la musique régulière et répétitive de Elle, peut-être. Kyrie Leison ? Bah oui, c'est ça. Ouais, non, mais si, sauf que c'est Kyrie Kira dans. Oui, mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est une espèce de Kyrie, mais pour Death Note. Tu connais pas cette série, Aloïs ? J'avoue avoir regardé jusqu'à la mort de Elle. C'est au top. Ouais. J'ai fait la même chose que lui. Ah là, par contre, les maîtres de jeu de sens, attention. Je vais faire encore une citation dans ton chat parce que j'arrête pas. C'est aussi évident que la mort que le Je suis ton père dans Star Wars. Oui, c'est vrai. Remarque. Je risque de me faire virer. Et voilà, t'as spoilé les gens dans Star Wars. Non, c'est vrai que ça fait. Et j'avais regardé le final juste pour spoiler ceux qui n'avaient pas eu le temps de le voir le jour même. D'accord. Ah ouais. Bon. Voilà. Quel salaud.
Je l'ai pas fait au final. Donc Thomas et moi, on a les mêmes musiques. Donc, moi, Mifos, c'est Metroid. La musique de Lala. ouais, voilà. Pareil. Je pense que je vais vous la taxer, en fait. Solipsis, la musique de Star Ocean 2, le thème de Rena. Azilis, j'en ai, mais c'est sur le groupe de musique Ezekiel. Elle peut l'entendre, la musique, Azilis? Non, elle peut pas l'entendre. Ça dépend à quel stade. Mais pour Classis, c'est bien. pareil, c'est du Ezekiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, il y a le thème de Rob Dugan aussi, There's Only Me pour Classis. C'est marqué sur le titre de la musique et je fais un double clic, c'est bon, ça marche. Ou Nothing at All, ça dépend. Quoi qu'il en soit, pourquoi d'autre? Il y a Finong Finger, j'ai pas de thème particulier. Et pour. Je dirais, tu mets du God of War, ça doit marcher. Et pourquoi pas de thème particulier pour Finland Finger? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Le silence de la mort, peut-être. Je sais pas du tout. Il n'y a jamais eu l'occasion de lui donner un thème particulier. J'avais un thème. Parce qu'il y a deux Finland Finger, à mon avis. Ah non, je sais pourquoi. Ça y est, je me souviens pourquoi. T'as le Finland Finger que tu suis à la bataille. Ouais, voilà. Auquel tu vas un peu mettre une musique qui pourrit, mais pas forcément heureuse. Là, justement, je pense que j'utiliserais peut-être un peu justement du Kyrie, ce genre de truc. C'est possible. Et puis t'as le Finland Finger dans sa vie privée qui est. Moi, mais c'est le pauvre, quoi. Tu peux pas mettre un truc épique, c'est un truc atroce. Ouais, c'est pour moi, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs visages à Finland Finger, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment lui associer un thème maintenant. Une des vraies raisons aussi, c'est que Finland Finger était un personnage qui existait dans la première version de Sens, qu'il avait un thème et que dans la deuxième version, sa psychologie a trop changé pour le garder, donc du coup, je l'ai pas gardé. Ça peut être une vraie explication. Aloïs, tu voulais réagir? J'ai juste une question pour les mettre ici. Est-ce que quelqu'un utilise de la musique qui n'est pas instrumentale? C'est-à-dire avec des voix, pas avec des voix, mais avec du chant. Avec du complètement, chant, des paroles. Que du chant? Non, pas du tout. Que, mais ça c'est exclu pour moi. Ouais. En fait, il y en a une que j'utilise dans l'introduction. Quand je fais l'introduction de Sens, c'est Waltz de Craig Armstrong. Oui. Où c'est une femme qui parle en allemand qui dit des signes de ponctuation. Oui, d'accord. Et ça, pour l'introduction, c'est génial et c'est parlé. Ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être un peu de musique, mais c'est pas le fond en fait, c'est pas ce que t'entends. Aloïs, c'est du glockenspiel ou c'est vraiment du chant où elle dit des signes? C'est vraiment parlé. C'est point slash point. D'accord. Elle parle comme ça. Ouais. Oui, c'est comme si elle disait justement un programme informatique. Enfin, moi, de ce que je me souviens de cette chanson. Shadow. Et puis il y a aussi Wake Up in New York qui est Wake Up in New York, voilà, qui est le thème des bugs. Référence, tout à fait. Mais ou alors tu peux utiliser aussi. Moi, ce que j'utilise aussi, c'est pour Wilfried les chansons de Radiohead. Enfin, je sais pas. Pour Wilfried, il y a des musiques bien dans Radiohead. Soit Amnésiaque ou des trucs dans l'album Amnésiaque. Ou même dans Kida, des morceaux comme Idiotech et tout qui me font énormément penser à Wilfried et à ses retournements de veste constants. Adrien? Pour Classis aussi, c'est toujours avec des chants parce que Classis, tout à l'heure je parlais de Cuitas les bananas, c'est parce que je l'ai fait. Hein. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Il intervient même sur une chanson de Michael Jackson dans Sens Mort quand même. Ouais, après moi j'adapte parce que Michael Jackson, moi ça me parle pas beaucoup. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il intervient comme ça? Est-ce que je l'ai déjà raconté dans un podcast cette anecdote ou pas du tout? Pas, non. C'est Valérie Notavong qui a insisté lorsqu'il m'a fait les illustrations de Sens Mort. C'est pour vous dire un petit peu la psychologie du bonhomme. Il a dit putain, il y a Michael Jackson qui vient de mourir alors que je suis en train de faire ces illustrations. Je veux que tu mettes un titre de chanson de Michael Jackson dans Sens, c'est obligatoire. Et il a même dessiné, il y a même des endroits où on reconnaît des personnages. Si vous faites bien attention dans les illustrations, il y a même des endroits où on devine des espèces de Michael Jackson et tout. Enfin bref, Valérie est un fou, hein, faut le savoir, c'est un taré. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu du Michael Jackson. Mais bon, ça me faisait marrer de faire danser les gens du taudis du réverbère sur cette musique. Ils s'en foutent de nous en plus, et ça me semble être la musique idéale. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour pour les musiques? Pour le chant, Aloïs, pour répondre à ta question aussi, c'est que moi je les utilise dans Néant, j'utilise des chants grégoriens, voilà. Oui, moi j'utilise des chants grégoriens pour Sens Néant. Je vois la musique, le chant grégorien comme un instrument plutôt que du chant en lui-même. Mais du chant, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que maintenant, mettre des musiques avec du chant, c'est que ça, mais pas, c'est contre-immersif. Moi, je trouve ça contre-immersif. Aloïs dit totalement. Tu dis totalement? Non. On est d'accord, là. Non, par exemple, le Wake Up in New York, juste après avoir tué Graveur, ils sortent, ils croient genre que c'est la fin du monde, la tornade est en train de s'effondrer, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et là, ils se réveillent un peu dans les ruines du bâtiment.
Ouais, et on dit plus rien, on met la musique, on dit plus rien. Ouais, mais c'est fin de scénario. Non, parce que pour moi c'est pas encore fini. Il y a encore tous les gars à ramener, à sauver. Il y a des patrouilles de l'Omicron dans le coin. Il y a un début de speech pour un scénar suivant que je fais à ce moment-là. Enfin, il y a plein de trucs moi encore là. Moi aussi, ils avaient encore quelques trucs à faire. Moi je trouve que souvent, la plupart du temps, c'est vrai que dans ce cas-là, je vois exactement la scène. C'est vrai que ça se fait bien. Mais même, souvent, quand c'est chanté, je trouve ça souvent contre-immersif. Alors que quand il y a que de la musique, avec les instruments, t'arrives à bien être bercé et tu peux écouter ton MJ. Qu'avec le chanter, en plus, si tu connais la musique, c'est aussi qui est important, c'est pas prendre des musiques trop connotées. Parce que si les joueurs, ils ont trop l'habitude, ils peuvent partir directement sur un autre univers. Genre tu mets des musiques de Star Wars tout le temps dans ce sens, tu fais plus du sens quoi. Tu mets pas de musique de Star Wars dans un jeu de rôle qui n'est pas Star Wars. Non, c'est ça le truc, c'est que c'est trop. Je l'ai fait. Mais non, j'ai juste utilisé pendant Duel avec un quadrilla, Duel of the Fate. Et ça passe bien en fait. En fait, le truc qui me dérange avec le chant, pour répondre à ta question, Aloïs, rapidement, c'est que ça couvre la voix du maître de jeu. Et je trouve que ça fait comme si on parlait à deux voix. C'est pas harmonieux, c'est cacophonique en fait. Et c'est ça qui me dérange. Je suis tu vois, l'utilisation du dans chant, le justement. cas qu'en fait Adrien, je trouve ça absolument génial parce qu'il le précise bien. Tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'on se tait et il y a juste à écouter la musique pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Quelque part, la musique là vient remplacer le chant, vient remplacer le discours du maître de jeu. Donc là, à mon avis, elle est bien utilisée, mais ça me fait penser à un film qui est sorti assez récemment, qui est Sucker Punch. Si on écoute les paroles des chansons, on a toute une autre histoire qui se révèle en seconde couche en fait. Ah oui. Oui. Un Sucker Punch, tu l'as vu Non, pas encore. Ah d'accord. Est-ce que c'est toi qui disais que tu voulais à tout prix le voir, des minettes qui... Bon bref. Alors donc... Il a bien raison. Tout de suite, la réputation de Thomas. Franchement, tout de suite. Je suis vous pas d'accord. m'avez traité de gros en live, merde. Tu le méritais. Donc... Donc, on va peut-être arrêter là pour les musiques parce que c'est quand même ça fait une grosse. C'était pas sur les musiques. Mais non, mais mine de rien, ça fait quand même partie d'une. C'est une grande partie c'est des forcément techniques. une grande partie des techniques. On n'ira pas le fait que les musiques mettent forcément dans une ambiance particulière. Tu mets une musique comique, les joueurs vont avoir envie de faire des trucs comiques et inversement des musiques tristes, etc. Alors. Toi, Aloïs, tu parlais d'autres techniques utilisées. Alors c'est parti. Lance le. Là, la première technique à laquelle je vais penser, je ne l'ai pas utilisée sur Sens parce que j'en ai pas eu l'occasion. C'est jouer dans le noir avec des bougies. Ouais. Que j'utilise sur un scénario de Kuro, tout simplement. Pardon. Ouais, c'est bon. Dans lequel les joueurs sont plongés dans le noir et doivent se raconter des histoires de fantômes. Ouais. Et éteindre une par une les bougies jusqu'à ce qu'ils ils sont censés invoquer un autre esprit. D'accord. Et quand toutes les bougies s'éteignent, la seule lumière qui reste fondamentalement, c'est celle de mon PC. Parce qu'il faut bien un endroit pour lire les histoires. Donc dans ce cas-là, en général, je le ferme. Je laisse un moment aux joueurs pour le suspense, en fait. Mm-hmm. Et après, ils se réveillent dans la même salle, mais sans porte. Et sans lumière, sans rien. Et après continuent leur pérégrination, mais donc là tu parles d'une technique qui vise les joueurs, c'est-à-dire ce sont les joueurs qui éteignent les bougies au fur et à mesure. Pour faire une synesthésie avec le personnage. D'accord, ok. Une synesthésie, tiens donc, tu utilises des termes de Frédéric Sintès, toi. Oui, bah oui. Lecteur de Silent Drift, tu es. Pas du tout. Je n'ai pas non plus lu le blog de Frédéric. Et c'est pas lui qui m'a influencé pour mon dernier scénario de Z-Corp. Pas du tout, non. Moi, j'ai un personnage qui est très intéressant, c'est un muet. Et en gros, il parle des fois pas, c'est-à-dire, ça dépend de la motivation du personnage, mais très souvent, en fait, il a sa feuille de papier et il écrit, quoi, ce qui... Donc là, il joue son personnage au point de ne pas parler autour de la table, sauf pour les actions. Mais son personnage, des fois, ne dit rien. Il a sa feuille de papier, il la montre aux autres joueurs. J'ai aussi un personnage qui a une très haute rune en... Ça doit être... pour la discrétion, j'ai oublié la rune. Néant, voilà. Il a une très haute rune en néant et son personnage ne parle pas, enfin peu, et le joueur non plus. On l'appelle souvent le sapin parce qu'il est dans le décor, quoi. Il y a 5 joueurs à la table et il y en a 4 qui parlent globalement. Donc là vous impliquez en fait les joueurs de manière à rendre le jeu immersif, vous impliquez aussi les joueurs dans la fiction en fait. C'est pas le but ? Si absolument. Ah ben si, mais tout à fait. Mais en leur mettant en fait autour de la table des éléments liés à la fiction. S'il y a des bougies dans la fiction, il y aura des bougies autour de la table. On essaye ainsi de créer une synesthésie comme tu disais tout à l'heure.
On essaye que les sensations du personnage, parce qu'il faut expliquer le concept quand même de Frédéric, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les sensations du personnage et les sensations du joueur soient dans des registres identiques, similaires. On essaye en fait de les faire se rapprocher l'un l'autre. Parce qu'ils peuvent pas être identiques étant donné qu'on doit nécessairement avoir le recul nécessaire pour apprécier en fait la fiction. Donc c'est une théorie très intéressante. Allez sur le blog de Frédéric pour entendre parler de synesthésie. Chers rôlistes, vous en avez besoin. Adrien, est-ce que tu as des techniques particulières pour mettre l'immersion en place dans Sens ? Ouais, bah bien sûr. Alors mon principal axe de travail, c'est pour que les joueurs soient immergés, il faut que leur personnage soit riche, construit, et que leur personnage ne fasse pas juste que résoudre des scénarios. D'accord. Et donc du coup, je mets beaucoup d'accent sur l'interscénario, sur tout ce qu'ils font à côté de je me bats pour la résistance. Donc par exemple, pour maintenir le côté héroïque de la résistance, tout ça, ils vont rencontrer des enfants qui vont au ciné, qui vont voir le dernier film où les bugs tuent une méchante araignée géante. Enfin bon, c'est ce genre de petits éléments qui rapportent un peu de couleur et qui font vivre le monde. Et puis après, ça leur donne des idées, et puis ils se disent « Ah, mais on pourrait peut-être nous aussi se lancer dans créer des scénarios pour ce genre de film. » Et donc du coup, les joueurs se lancent dans d'autres trucs que ce qu'on attend d'eux. Et c'est par ça qu'ils font vivre leur personnage. Aloïs, tu avais quelque chose à ajouter ? Là, en fait, ça va au-delà de l'immersion. C'est de l'implication directe du joueur et du personnage dans le dessin de l'immergé, oui. Bah oui. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est une bonne technique. Nous, on faisait ça à Saint-Seiya. On avait exactement pareil que toi. Dans Saint-Seiya, on jouait dans le monde contemporain des chevaliers, donc à l'heure actuelle. Et il y avait un film, on savait qu'il y avait un film, enfin une série animée qui s'appelait Chevalier du Zodiac, qui était faite par Kurumada, qui parlait en fait de leurs histoires, etc. Ça faisait comme ça la mise en abîme, exactement comme vient de dire Aloïs hors des micros. On ne parle pas en dehors des micros, Aloïs. Shadow. Quelles sont tes techniques ? À moins qu'Adrien, t'en as peut-être d'autres, mais on pourra revenir. Peut-être d'autres, mais on reviendra. On reviendra. En plus de ce qui vient d'être dit, il y a certaines scènes où je demande à mes joueurs, je leur explique avant le début de la partie, voilà, à un moment je vous regarderai plus, et il faut que vous en fassiez de même, pour qu'ils soient en fait qu'entre eux et ça les force à créer, à discuter, à faire avancer, à s'immerger, enfin être leur joueur, leur personnage. Donc voilà, je détourne en fait, le regard pour que eux-mêmes comprennent que c'est le moment où c'est à eux d'avancer. Shadow, pardon, excuse-moi, Soldevan. Ouais, c'est un peu ça. Moi, par exemple, c'est quand ils discutent entre eux qu'ils ont fait une véritable discussion RP. Presque ils m'oublient, tu vois, au milieu de la scène. Ouais. La discussion, c'est à ce moment-là que moi, je donne la brouette d'immersion positive, en fait. D'accord. Mais brouette. Parce que moi, généralement, je faisais ça aussi. J'essayais de faire en sorte qu'on m'oublie un petit peu. Shadow, tu voulais revenir sur... Eh bien, j'ai essayé aussi de faire des choses dans la réalité, on va dire, un petit peu, pas sous forme de GN, mais voilà, un soir, ils sont arrivés donc, pour faire le scénario de Sens, et je leur ai dit, vous allez prendre la voiture, vous allez partir en centre-ville, et à partir du moment où vous montez dans la voiture, vous êtes vos personnages. Je ne serai pas là. C'est vous qui allez jouer, moi je reste ici. Oh putain, t'as fait ça ? Voilà. Donc au préalable, j'avais récupéré un téléphone portable sur lequel j'avais changé les coordonnées d'une personne que j'avais transformée en Maria Gridway. D'accord. J'ai demandé donc à une amie de les appeler. Ils sont partis dans le centre-ville, ils ont reçu un appel. Le caribou dans le Grand Nord. Voilà, donc imaginez le téléphone qui sonne avec écrit Maria Gridway. C'est énorme. Donc voilà, Marie Gridway qui leur dit « Il faut absolument que vous veniez, j'ai pas le temps de rester au téléphone, je suis à la clinique, venez vite. » Et moi, l'après-midi, j'étais allé à la clinique où j'avais porté un paquet cacheté, j'avais demandé s'ils pouvaient jouer le jeu et transmettre ça à des personnes qui allaient demander Maria Gridway. Ça a amusé les personnes de l'accueil, il n'y a pas eu de souci. Donc eux, ils sont arrivés en centre-ville, ils ont eu l'appel. Ça s'est pas passé comme prévu. Mais au final, les joueurs ont très très bien géré la chose. Ils sont allés à la clinique. Malheureusement, un petit peu tard, ils ont eu du mal à se décider, à se dire mais est-ce que c'est vraiment à la clinique qu'il faut aller ? Enfin, c'est un peu gros quand même. Enfin, ils avaient du mal, mais en restant leur personnage. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé au téléphone. Allô Gladius, on comprend pas ce qui se passe, etc. Et donc je jouais le personnage et eux-mêmes étaient dans leur personnage. J'ai eu le retour après, ils l'ont joué jusqu'au bout. Ils sont arrivés à la clinique, c'était fermé.
Ils n'ont pas pu avoir le papier merde. cacheté. Ah, Et pas oui. de bol. Et ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés aux urgences en disant voilà, on cherche une amie, c'est une médecin, etc. Donc forcément, chou blanc. Une personne est quand même allée voir à la réception s'il y avait quelque chose, mais ne l'a pas trouvé. Ils sont revenus, ils étaient dans leur personnage, on a continué la partie. Ensuite, on a fait un débriefing, ils m'ont expliqué. Et je pense que c'est bien justement pour qu'ils s'attachent encore plus à leur personnage, qu'ils le jouent pas que dans leur esprit, mais finalement physiquement aussi. Adrien, je te vois hocher de la tête. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Alors. Enfin, j'ai vécu un scénar où justement, à un moment, on nous envoyait faire une chasse au trésor, quoi. Et non, enfin, ça passe pas. Il y a vraiment une différence entre je joue mon personnage d'un point de vue jeu de rôle, assis autour d'une table en discutant pour lui, et un autre truc qui est de se balader dehors et enfin, je fais soit du jeu de rôle, soit du GN. Je fais pas les deux ensemble. Tu n'aimes pas le passage de l'un à l'autre? Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, faut que ce soit prévu, faut que ce soit, voilà, qu'on le définisse, tu vois. Je peux faire une campagne où on dit, voilà, tel passage sera joué en murder, en GN. Oui, ou autre, d'accord. Mais j'aime pas le mélange parce que ça peut être une agréable surprise, tout comme le joueur peut dire, ouais, enfin, sérieux. Alors là, j'ai une petite question. J'ai passé ma journée en ville, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais ils étaient au courant que tu allais faire un truc comme ça? Alors, pas du tout, mais ça a duré 20 minutes, c'était très rapide. Et eux ont été très satisfaits de le faire. Donc après, c'est vrai que ça dépend des joueurs qu'on a en face. Tu sais, de toute façon, quand tu connais bien tes joueurs, tu sais ce qu'ils sont prêts à faire. Voilà. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien passé et puis ça a apporté quelque chose. Adrien, moi j'aimerais te poser une question. Du coup, comment est-ce que tu fais l'histoire du Petit Prince dans Sens Mort? L'histoire du Petit Prince. Tu leur as pas donné le bouquin du Petit Prince? Non, je leur ai pas donné. Il était quelque part dans la pièce. D'accord. Donc au début, c'était Météore. J'avais un bouquin à vous donner, mais je l'ai perdu. D'accord, ouais. Donc j'ai rien dit. Il y avait le bouquin quelque part dans la pièce. Et puis ensuite, enfin, à force, il y avait tellement de références au Petit Prince, tellement de trucs qui ressemblent, qu'ils ont fini par prendre chercher, le bouquin et par le prendre. trouver. Et puis, ouais, voilà. Alors là, justement, je te pose la question. Est-ce que quelque part, dans cette scène que tu as fait jouer, où ils ont cherché le bouquin dans la pièce et ils l'ont ramené, il n'y avait pas un passage du jeu de rôle au GN? Alors, non. Enfin, oui, effectivement. Alors moi, je t'explique pourquoi je te dis ça. Parce que moi, c'est tout à fait le genre de technique que j'utilise. Ce genre de truc, ce que tu as fait avec le bouquin du Petit Prince. Genre, par exemple, on fait un Cthulhu. Et là, il y a des bouquins juste derrière nous. Les bouquins, les dictionnaires, les vieux dictionnaires qui datent de 1920. On fait un Cthulhu 1920. Moi, je dis rien sur la ville. Je dis, bah voilà, il peut y avoir des trucs. Et puis, je vais leur demander d'aller chercher là-dedans. C'est un exemple. J'ai jamais fait ça. Mais c'est un exemple. Je me souviens dans la campagne de l'Orient Express que tu as fait jouer Thomas Poussou, qui est avec nous. Tu sens j'avais sorti ça pour avoir les informations sur Lausanne et tout ça. T'avais sorti ça, oui. Et puis c'est pareil dans la campagne. Tous les ça, c'est typiquement les indices sont matériels. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, j'adore aussi. Tu découpes des petits bouts de papier et puis hop. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça, est-ce que ça va? Tu tolères? Oui, parce que c'est beaucoup plus anecdotique. Okay. C'est pas, faut pas que ce soit le cœur du scénario. D'accord. Moi, le bouquin, s'il l'avait pas pris au premier scénar, je veux dire, moi, c'était au deuxième scénar, il arrivait avec le bouquin, tenez, je l'ai retrouvé. Moi, j'adore le délire de prendre une bagnole pour, ça me dérange pas. Non, mais moi, je trouve ça marrant. Je trouve ça rigolo, avec mais moi, je sais que Maria personnellement, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup en tant que joueur. D'accord, ok. Parce que moi, c'est le genre de technique que j'utilise. Aloïs? Moi, ce qui me chiffonne un peu, bon, je vais pointiller, hein, mais c'est pourquoi faire la différence entre GN et jeu de rôle? Le GN, c'est une forme de jeu de rôle. Donc le passage de l'un à l'autre est presque naturel pour moi. Bon, c'est parce que je suis aussi GNiste en plus d'être MJ. Mais lui aussi, apparemment, Adrien aussi. C'est juste qu'il aime pas trop que le jeu de rôle, quand il est en immersion autour d'une table, il a pas envie de se bouger son cul parce que ça brise l'immersion. En fait, je trouve ça contre-immersif, Adrien, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, parce que quand tu fais une GN, t'es costumé, avec des gens qui font que ça. Voilà, t'es dans un milieu où tu fais ça. Quand tu fais ça autour d'une table, tu leur dis, là en ville et tout. Bon, ils vont arriver en ville, ils jouent à Sens Mort, ils arrivent en ville et puis là il y a des gens qui font leurs courses dans une ville sur Terre. Ouais, en fait, t'as pas posé le décor, c'est à eux de faire tout le travail et c'est pas. D'accord. Voilà. Soldevan, tu voulais prendre la parole? Ouais, et puis oui, c'est un peu contre-immersif d'une certaine façon. De toute façon, c'est pas précisé dans la base. Moi, je vais pas me poser sur ce point-là. J'ai pas encore fait ce genre de truc. Ouais. Mais c'est pas dit dans la base que quand ils exorcisent un quadrillon mort, ils prennent beaucoup de points d'immersion négative. De points d'immersion négative? Non, c'est juste qu'ils doivent lire. Shadow, tu vas récupérer le micro. Il s'est juste précisé qu'ils doivent lire le passage.
Oui, mais c'est pas précisé. Sachant qu'ils sont censés avoir le livre dans le jeu, je vois pas en quoi ce serait contre-immersif. Moi, ils se prennent des points d'immersion négatifs quand ils lisent les passages. Ils n'ont pas le choix, il faut lire le livre. C'est pas un... Et c'est écrit dans la base ? Ah non, c'est pas écrit. Non. Pas écrit. Enfin, je pense pas, mais donc voilà, t'as ta réponse, Soldevan. Je voulais redonner le micro à... Attends, Soldevan. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Il me semble vraiment que c'est dit. Ne parlez pas en dehors des micros, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Il semble que c'est dit. Ah oui. À vérifier. Postez des commentaires sur le blog pour le savoir. Adrien, pardon, excuse-moi, je vous confonds là, je commence à me confondre. L'idée du GN, c'était de dire voilà, mes joueurs sont en train enfin, ils sont toujours autour de la table à jouer leur personnage, et je voulais qu'ils jouent leur personnage, mais sans moi en fait. C'est vraiment, je les ai pas accompagnés, c'était pas un vrai GN, c'était supprimer la pression du MJ. Voilà, et que eux cultivent eux-mêmes dans la voiture. Ils ont parlé de plein d'autres choses, ils ont parlé, et je sais même pas forcément ce qu'ils ont dit, mais quand on a fait le débriefing, ça a parlé de Solipsy, ça a parlé de Gladius Sword, ça a parlé de la Résistance. Ils ont pas lâché leur personnage du moment où ils ont franchi la porte, et même quand ils sont revenus dans le bureau de Gladius Sword. Ils sont assis et on a continué. L'idée, c'était de cultiver l'immersion en dehors de la présence du MJ. C'est pas mal, hein. Ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi. Bon, voilà, je vous dirai des choses quand on sortira de ce podcast. Alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques dont vous avez envie de parler, Thomas ? Alors moi, j'ai une technique que j'essaie d'utiliser le plus de fois possible, en tout cas dans ce sens. C'est de réutiliser éventuellement les idées ou les tripes des joueurs. C'est-à-dire que si à un moment je vois un joueur qui est en train d'accrocher de quelque chose parce que tiens, ce personnage-là, il était pas mal. J'ai bien aimé le bar tout à l'heure. Essayer de plus l'intégrer au scénario de façon à ce que le joueur en lui-même, vraiment le joueur, ressente cette possibilité de créer l'univers en fonction de ses désirs. Ça, c'est pas que Sens en fait, ça c'est tous les jeux en fait. Pas vraiment, je trouve que dans Sens, dans Sens, le but du jeu, c'est quand même, c'est ça, c'est que l'univers, c'est le joueur quelque part qui le fait. Justement, moi je le vois pas comme ça. Parce que justement, Sens, ça reste quand même le MJ, et faire du vecteur de volonté, de la volonté du joueur, la volonté presque de Sens en lui-même au final. C'est pourtant bien, Aloïs, attention, parce que là c'est pourtant bien précis dans la base que le maître de jeu n'est pas un ennemi, c'est un guide. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'étais pas conciliant. Et qu'il doit être réactif aux attentes de ses joueurs. C'est précisé noir sur blanc. De là, oui, en fait, approfondir les détails appréciés par les par les bugs au cœur des parties. Voilà. Oui, voilà, c'est approfondir les choses, oui, mais de là leur faire créer complètement l'univers, non. D'accord. Ah oui, non. Alors que c'est le genre de choses que je pourrais faire sur mon Stratos. En fait, moi je sais que l'ambiance que j'ai, moi c'est la façon d'avoir Sens, peut-être parce que je suis allé plus loin, je sais pas, mais moi mon ressenti que j'ai de Sens, c'est que moi j'ai un univers qui est donné. Sens il dit voilà, l'univers il est comme ça. Et le puissance des bugs, ce n'est pas que j'ai des super pouvoirs, je peux aller dans l'ombre monde. C'est que bizarrement, quand je désire quelque chose, ça a l'air de modifier le monde. C'est qu'ils ont un pouvoir sur le monde. C'est vrai que moi je sais que j'ai beaucoup de joueurs, j'ai quelques tables que j'ai faites, des joueurs qui ont arrêté de jouer parce qu'ils ont l'impression que le monde de Sens les écrase. C'est vrai qu'au départ, je mets un monde qui est très oppressant, mais je veux leur montrer très vite que s'ils décident de faire quelque chose, ce monde oppressant, et quelque part ils peuvent le contrôler en partie. C'est leur puissance, c'est les héros. Au niveau des techniques, Mathieu Gaborit, qu'on a eu la chance de rencontrer, nous a dit un truc très intéressant sur Sens. Il nous a dit que Sens, c'était un jeu qui ne ressemblait pas à ce qu'il écrivait, parce que lui, quand il partait dans les jeux de rôle, il partait du petit pour arriver au grand. Et il disait Sens, c'est l'inverse, et ça peut créer une sensation d'étouffement, parce que il m'a dit tu pars du grand, et en fait à la fin on finit dans une cavité au pôle sud, dans la description. Et du coup il dit c'est une ambiance oppressante et tout. Et donc c'est peut-être ça qu'ont ressenti tes joueurs. C'est possible, ouais. Celui qui est très sensible à ce genre de choses, il me l'a dit aussi. Et tu vois, mais moi c'est ce que je voulais. Donc et c'est bizarre que tes joueurs aient réagi comme ça, Thomas, qu'ils se soient braqués et il y avait peut-être une autre raison, c'était pas. Il y en a peut-être d'autres, en tout cas c'est une des raisons qu'on m'a donné. D'accord, ouais. Adrien et Shadow, vous vouliez tous les deux réagir. Moi je voulais revenir sur l'espace de création laissé aux joueurs. Ouais. Et moi il y a tout un scénar que j'ai fait juste par mail et je leur ai dit voilà, là la base c'est on vous donne une mission, c'est ça, c'est aller, on a trouvé un laboratoire de la cellule là-bas. Et je leur ai dit, c'est vous qui racontez toute l'histoire.
D'accord. S'il y a des trucs que vous savez pas ou que vous doutez, bah, je vais dire mon petit mot. Vous trouverez rien d'exceptionnel. Ils savaient que c'était juste pour faire vivre leur personnage. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur as imposé l'écriture d'un mail en rapport avec une fiction qu'ils devaient créer ensemble. C'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Et du coup, ça s'est super bien passé parce que ils ont pu mettre des éléments qu'ils avaient vus dans les scénars d'avant, avoir revoir leurs problématiques, revenir parce que les mêmes questions, ils vont se retrouver face aux mêmes problèmes. Qu'est-ce que c'est que la cellule ? Qu'est-ce que c'est que ce symbole qu'on voit partout ? C'est des laboratoires bizarres. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? D'accord. Donc il n'y a pas eu vraiment de réponse, mais ça fait vivre les personnages. Et quand tu commences le scénario suivant, ils ont un sujet de quoi parler. Ouais. Et c'est comme les scénars solo en fait, dont on parle souvent avec Tom et Flavie. C'est que ça permet aux joueurs d'avoir des choses à échanger avant même que la partie ne commence en fait. Ça, j'ai jamais fait les scénars solo. T'as jamais fait ? Ah ouais ? Alors on en parlera après. Shadow, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est juste pour appuyer ce qu'il disait. Certes, on leur dit que le méta-jeu est important. Ouais. Enfin, en tout cas, on essaye de leur faire comprendre. Mais c'est important pour nous aussi de le favoriser, de leur demander d'écrire des choses, de travailler leur personnage, parce que effectivement, l'immersion va venir avec l'attachement au personnage et au background. Et c'est tout bien, ça, quoi. c'est bien de faire ça. C'est vrai que c'est pas précisé dans la base. Je m'en veux de pas l'avoir précisé dès le départ. Moi, j'ai juste mis ça sous la forme de débriefing et de scénar solo, mais là, de voir que vous le faites, c'est super. On reviendra sur cette histoire. Aloïs, si vous voulez réagir rapidement. Moi, c'était pour en revenir avec Thomas. D'accord. Ce qu'on disait sur le fait que Sens n'est pas l'ennemi des joueurs, tout en disant que c'est quand même Sens qui maîtrise l'univers. Ce que voient les joueurs, ce qu'ils veulent approfondir, au final, c'est quand même Sens qui le crée. Oui, c'est donc, vrai. Il n'y a pas tant de paradoxe que ça. C'est un premier moteur, mais les joueurs restent quand même des interprètes. Ah ensuite. oui, évidemment. Mais quelque part, c'est leur vecteur de volonté, si tu veux, ils transmettent leur volonté au monde, au final. Oui, et le monde leur répond. Ouais. Moi, je trouve quand même, dans la vision du jeu, Sens a contrôlé l'univers pendant un temps, mais il ne le contrôle plus quand les bugs arrivent. Hein. De moins en moins, oui, en tout cas. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de scénario solo. Adrien, tu ne fais pas de scénario solo. Erreur. Alors, j'en ai un de prévu. D'accord. Parce que il y a eu des problèmes entre deux joueurs sur la table. Il y en a une qui est partie et qui va revenir d'ici 2-3 scénars. D'accord. Donc là, je vais lui faire un interscénar sur Terre pendant que les autres sont sur la Lune. D'accord. Moi, Pourquoi Voilà, petite question. Thomas. Pourquoi pas de scénar solo ? C'est une question Exactement. de temps, t'aimes pas Alors, un scénar solo, faut y mettre quelque chose. Et si ça prend du temps. Et j'ai pas beaucoup de temps, pas suffisamment de temps pour préparer tout ce que je veux. Désolé. Ok. Ouais, ça, c'est Sens là-dessus est Voilà. absolument Et exigeant. ça, je- c'est pas que pour Sens. Enfin, ça, c'est pour tous les jeux de rôle. On peut faire des scénars solo. Moi, je trouve que justement le solo dans le sens, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé très important. Mais Essentiel. moi j'ai l'avantage, justement, moi, je trouve que c'est pas si dur que ça de faire du solo, mais c'est peut-être mon expérience en tant que MJ. Je sais que vu que t'as qu'un seul joueur, il faut que tu aies une idée rapide. Genre, moi j'écris 3 lignes pour avoir une idée un peu de scénario. Et le joueur, je le balance là-dedans et il va prendre des initiatives parce qu'il est le seul à jouer et qu'il a tout le temps la parole. C'est le bac à sable. C'est le bac à sable. Et donc ça permet en fait un Où il y a personne personnage, pour casser un les joueur, il va pâtés. dire tiens, j'ai envie de tripler dans tel truc, j'ai pas besoin de le dire, je vais le faire naturellement et ça va permettre au MJ de mettre des scènes qui a fait en sorte que le personnage en question soit différent des autres. Et une fois qu'il retrouve la table, il dit au fait les gars, j'ai découvert tel truc. Ouais. Et je trouve, dans ce sens, je trouve que c'est très important parce que le personnage est quand même la chose primordiale du jeu, quoi. Ouais, ça fait une belle dynamique. Moi, c'est des choses que je fais qu'en Adrien. interscénar, en fait. Ah, C'est-à-dire, c'est chacun des a son discussions. projet. Toi, tu Son- fais sous forme de C'est discussion. des discussions entre joueurs par mail, ou sinon, ça c'est marche. chacun son projet. Par exemple, j'ai un de mes fonctionne bugs aussi. sur la Lune qui est en train d'écrire un webcomic. Bon, alors j'ai eu genre deux, trois strips comme ça pour qu'il me montre l'exemple. Mais en gros, il se lance dans ça et puis donc du coup de temps en temps on voit à quelle convention il va, quel genre de public il essaye de cibler, etc. Voilà, tu fais par le biais des interscénars. Il y a C'est une pareil. autre bug qui, elle, s'est engagée dans l'associatif, une association à buveurs pour aider les enfants qui sont là-bas à sortir on des a eu ça bas-fonds. aussi. Hein. On a Et eu donc, exactement ça. c'est pas des. En fait, c'est ce que vous faites en solo, mais moi, on fait ça par mail entre les Oui, scénars. donc ça fonctionne parfaitement. En fait, Mais nous, on fait tout le temps jouer. mais ouais, nous on aime bien jouer en fait. Et comme on ne peut pas tous se réunir, le solo c'est super parce que c'est particulier aussi. C'est aussi dû au fait à la manière dont fonctionne la barreau. Le lieu, c'est que moi je suis toujours là, donc il y a toujours le maître de jeu qui est là. Donc après le joueur il vient prendre un café. Tiens, sur ce un petit scénar solo. Tu vois, c'est ça l'idée quoi. Et justement, lui, Seul de ça a vanne. l'air d'être des actions que réalisent les joueurs. Lui, il les fait un peu en interscénar, vous les jouez, mais est-ce que Ouais. vous avez fait des choses
un petit peu plus évolué, quelque chose à découvrir, ou par exemple c'est vraiment comment tu te comportes, Carrément. un peu les effets que tu vas faire. Alors là, Et moi, justement, je sais que... vu que depuis tout à l'heure on est extrêmement dans l'ultra théorique, est-ce que ce serait, vu que vous avez quand même pas mal de rodage derrière, de nous donner quelques exemples de choses que vous avez faites? Moi, je peux t'en donner un, et Thomas qui est là, on pourra en parler aussi, c'est le coup de Benoît. Le coup de Benoît dans la chronique que tu nous as fait de Renaissance, probablement une des plus belles scènes de Renaissance que j'ai faites. En fait, Benoît était au courant que les quadrillas étaient en fait étaient au service de Solipsys avant tout le monde. Voilà, était gentil. Hein. Et en fait, il l'a appris au cours d'un scénar solo, quoi. Et donc nous, on savait pas du tout, on n'était pas du tout au courant de ça. Et il l'a sorti d'une manière. Alors, je sais plus exactement. Oui, non, c'était ça. C'est qu'il y a un moment, il y a les quadrillas qui arrivent pour dire salut, en fait, on est cool. Ouais. Et là, il y a Benoît qui a fait bah oui, j'étais au courant. Ouais. Vu que personne n'était au courant, enfin entre guillemets. C'était génial. Voilà, c'est là que t'as le côté génial. personnage. Mais comment tu le sais? Pourquoi tu nous l'as pas dit quoi? Pourquoi tu nous l'as pas Ça dit? me semblait pas important. Et voilà. C'était. Mais non, mais en fait, alors je sais plus exactement comment ça s'est passé, si tu veux, dans la scène, mais c'était l'indifférence qu'il a mis dans ce truc-là et tout, alors que on apprenait ça, c'est une grosse révélation et tout ça. C'était génial. Là, le scénar solo était vraiment essentiel. C'est-à-dire que, du coup, on réinterprétait complètement toutes les choses qu'ils nous avaient dites à leur sujet. On se disait, mais putain, mais oui, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il les a pas tués, il a pas cherché à les éliminer, alors que nous, on a cherché à les éliminer. Puis l'avantage, je trouve, du solo, c'est que ça permet, en fait, parce que c'est vrai que Sens, c'est un jeu où le but, c'est que tu réfléchis tout le temps, quoi. Ouais. Même quand t'es hors scénar, tu réfléchis à l'univers, qu'est-ce qui va s'évoluer en tant que joueur. Ouais. Et qu'avec le solo, tu peux mettre au profit ces théories. C'est parti, on va essayer, on va voir ce qui marche. On va dire avec une table, tu le fais pas vraiment parce que ça va vraiment prendre beaucoup de temps, donc tu vas plus ralentir le scénario. Tu voulais dire quelque chose, Shadow? Bah oui, parce qu'effectivement, moi je fais pas de scénar solo, mais pas parce que je trouve pas ça utile. C'est parce que j'ai pas l'habitude. J'en ai dans tous les jeux de rôle que j'ai fait, j'en ai jamais fait ça te met mal à l'aise peut-être d'être seul face à un joueur. Bah peut-être, je sais pas, j'ai du mal à me lancer et pourtant je sens que c'est indispensable. Quand je vois où ça va aller, ce qui se passe, c'est vital. Mais il y a quelque chose de particulier à se raconter une histoire à deux, je trouve. Hein. Aloïs, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à des jeux indépendants qui jouent à deux? Moi, je trouve ça très bizarre. J'ai fait Prosopopée avec Frédéric Sintès. Ouais. Je trouve que pour Prosopopée, c'est quand même différent parce que le but, c'est quand même la proposition créative. En elle-même, alors que mettons sur Sens ou sur un autre jeu, je pense que le fait de jouer à deux, ça diminue la proposition créative. Mais d'un autre côté, comme tu disais tout à l'heure, c'est le bac à sable, mais il y a personne pour casser les pâtés, quoi. Oui, non, moi c'est ça en fait. Pour moi, c'est dans le sens, quand on joue en scénar solo, c'est ça, quoi. C'est le bac à sable sans qu'il y ait personne pour nous faire chier. On peut faire ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on enrichit son personnage sans que les autres le sachent. Et donc, lorsqu'on va sortir une révélation, ce sera très immersif. Ce sera très immersif parce que tous les joueurs l'apprendront en même temps que leur personnage. Et là, je me souviendrai toujours d'un scénario où on apprend que Guy, donc un des joueurs, Aurélien Gabriel Montaigu, c'est un quadrilla de mort. Ouais. Là, on a les peinards, on est en train de se travailler depuis plusieurs scénarios, et puis à un moment, c'est un quadrilla de mort. Alors que personne n'était au courant, ça arrivait comme ça. Nathaniel qui ressuscite Maria Grid, ouais. Nathaniel qui ressuscite Maria Grid, ouais. T'imagines, en plein scénar solo, donc il fait ça, personne n'est au courant, de temps en temps, Nathaniel s'absente, on sait pas pourquoi, on sait ni pour qui ni pourquoi il s'absente, et un jour il avoue tous que Maria est toujours vivante et qu'il l'a ressuscitée. Enfin, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs de ouf, des grosses révélations que tu te prends dans la gueule. Et comme les joueurs l'apprennent en même temps que les personnages, ça vraiment quoi. Ça permet de rajouter des faits. C'est énorme. Et en fait, moi, c'est pas tellement pour moi que j'ai peur de me sentir mal à l'aise par rapport à mon joueur, mais plutôt le contraire. J'ai peur qu'ils se sentent oppressés par la présence du MJ, alors que dans ce sens, j'ai tendance à m'effacer justement pour eux, les aider à s'immerger. D'accord. Ouais. C'est écrit dans la base que le MJ doit parler à peu près autant de temps que les joueurs. C'est quand même relativement difficile à tenir la plupart du temps. Mais j'essaie d'être le plus discret possible. C'est pour ça que je parle avec une voix plus basse que d'habitude. Donc vous avez constaté hier que déjà je parle pas toujours très fort. On l'entend pas là du coup. Mais j'essaie de parler moins fort, histoire qu'il soit vraiment dedans. Que le MJ s'efface, que Sens s'efface au profit de la réalité. Ouais, non, c'est indispensable. Les scénars solo, moi voilà, ou alors les discussions avec les joueurs en dehors de la partie sur ce qu'ils vont faire et tout, c'est parfait quoi. Parce que dans ce sens, on n'a pas le droit de séparer les joueurs, quasiment pas quoi. À cause des réplioïdes et tout, il y a toujours une communication et puis c'est bien précisé dans la base qu'il faut pas séparer les joueurs. C'est pas un jeu dans lequel on va séparer deux joueurs. J'entends
Trop tard, c'est déjà fait. Tu l'as fait déjà, Adrien. Il y en a une qui est sur la Lune, enfin une qui est sur Terre, donc les autres sont sur la Lune. Oui, d'accord, mais séparer les joueurs au cours du scénar, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire faire attendre 3 joueurs dans la pièce, tandis que tu es en train de jouer avec 2 autres. Ça, je le fais 2-3 fois, notamment. Mais rapidement, non notamment, c'est je passe dans l'ombre monde, donc je le prends à part. Bon, là, il y a un quadrilla face à toi. Et donc, on commence à gérer ça, puis ça dure jamais très très longtemps. D'accord, ouais. Alors, c'est vrai que nous, on n'était pas dans cette idée-là. Je sais pas si c'était marqué dans la base. C'est vrai que nous, quand on joue à Sens, on considère que les joueurs doivent toujours être présents. Quand quelqu'un fait quelque chose dans son coin, les autres joueurs sont forcément au courant, c'est obligatoire. Ça, c'est aussi dû quand à la tu notes quelque chose sur ta feuille, les les autres joueurs sont d'accord. Et puis tout bêtement, la Respluid de toute façon retransmet toutes les informations aux autres membres. Alors, tu peux le désactiver, ça. Pas obligatoirement. Oui, mais voilà, l'idée c'est il y a un combat, il y en a un qui passe dans l'ombre monde, il va pas désactiver sa Respluid, donc de toute façon les autres sont au courant. J'ai pas le souvenir de jouer comme ça, nous. Non, mais certains peuvent le faire, mais je veux dire, voilà, l'idée c'est on est en combat, je la désactive pas pour que les autres sachent ce qu'il y a dans l'ombre monde, qu'ils aient pas à y passer s'il y a un danger ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas à les faire sortir de la pièce. Parce que la communication elle marche entre ombre monde et réalité. Nous, ça marche pas. Non, nous ça marche pas. C'est pour ça en fait, par exemple, que je sépare les joueurs. Ça marche. Mais c'est vrai qu'effectivement, par contre, je vais changer de truc et effectivement, je vais les garder tous dans la même salle. J'avais pas pensé à l'idée des cellulises qui sont. Voilà. Mais ça fonctionne pas. Alors. Donc rapidement pour répondre à cette question technique, la réplioïde, 2 réplioïdes, s'il y en a une dans la réalité et une dans l'ombre monde, ne peuvent s'échanger d'informations. Voilà. Sur ton casque, t'as tes potes les cellulis peuvent s'échanger des informations et il est possible de dépenser des points d'immersion par exemple pour s'échanger des informations, mais c'est triché. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est dans les règles du jeu. Aloïs, oui, c'est dans les règles du jeu. Non, oui, donc c'est pas triche, mais je veux dire, c'est triché par rapport aux règles de l'univers. Je fais comment maintenant pour parce que moi, ils arrivent à communiquer. Non, mais voilà. Je vois pas en quoi c'est gênant quelque part. Si tu l'as fait comme ça, tu peux continuer. Adrien, je trouvais pas ça problématique. Non, c'est pas grave. C'est problématique du point de vue de la métaphysique de sens. La métaphysique dans le jeu, ça marche pas. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Si tu veux continuer à le faire, je suis pardonné alors. Oui, t'es pardonné. Merci. C'est bien. Sans Tapsou de tes péchés. Au pire, c'est pas très grave. On dirait que c'est la faute de Romaric et qu'ils peuvent plus le faire à partir de maintenant. Il l'a mal expliqué. J'ai mal expliqué. Je suis méchant. C'est vrai que dans le monde de Sens, ça peut pas marcher. Non. Moi, une petite technique aussi que je faisais, que j'avais peut-être mis dans le kit d'initiation, je sais plus, c'est des talkie-walkie qu'on avait essayé pendant une fois avec Thomas. C'est beau ça. T'es en train de faire ton scénar tranquille, on n'utilise pas les talkie-walkie, puis à un moment t'entends quoi? Et en fait, il y avait un gamin qui avait réussi à capter le signal et qui nous faisait des bruits bizarres dans le talkie pendant que t'es en pleine scène au fond d'une grotte à trolley-ball. En fait, on jouait avec des talkie-walkie quand il y avait par exemple une unité qui était à un endroit, une autre à un autre. Une unité avait une carte, l'autre n'avait pas les plans, on échangeait des trucs comme ça. Non, ça c'était une idée qu'on avait eue, on l'avait jamais joué. Non, parce que c'est à l'époque, quand on a joué avec les talkie-walkie, la règle que tous les joueurs doivent être présents pendant une scène n'existait pas. Voilà, et il y avait quand on séparait en fait, le groupe se séparait vraiment. Et quand on faisait une communication, il y a que le MJ qui faisait les allers-retours et les joueurs ils communiquaient par talkie quoi. Ils avaient le diadème avec eux quoi. Ouais, voilà, c'est ça, le diadème noir, c'était le nom de l'objet qui servait aux résistants à communiquer. C'est pas comme ça encore. Je crois pas que ça apparaisse tel quel dans la base, non. Mais bon. Vous communiquez avec quoi vous? Parce que le diadème noir c'est quelque chose de très très moderne et comme depuis l'esthétique de Sens est revenu vers un truc plus années 40. Tu voulais dire quelque chose, Shadow? Avant que je ne t'interrompe. Il disait qu'on faisait des gros yeux parce que vous parliez de la première base et que nous on n'était pas là. Ah oui, d'accord, ok, oui. Oh là là là. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Par contre, on a vu un exemplaire de la première base. Assez joli. Donc, est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous utilisez? En parlant de la première base, je vais faire une anecdote. J'ai vu que dans le monde de Sens, dans ta première base, les gens qui avaient l'arsen niveau 5 et 6, ils volaient que des pantalons. Quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as dit là? Je disais, en fait, c'est dans la partie des caractéristiques. Ouais. T'as l'arsen et t'expliques chaque niveau. Ouais. Dans le niveau 5, tiens, quelqu'un a volé mon pantalon. Niveau 6, je suis dans la rue, quelqu'un m'a volé mon pantalon. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est en référence à Bobby qui a perdu son... qui avait perdu son pantalon une nuit dans les rues. Donc, private joke. Hein, à Lannion.
Donc, c'est normal de ne pas suivre à ce moment. Je vous rassure. Désolé. Non, mais on a un pote qui était en blackout et qui s'est retrouvé. Il a été réveillé par les flics plein phare sur sa gueule. Il avait perdu son pantalon. Il n'a jamais su comment il avait perdu son pantalon. Voilà. Et comme j'avais appris cette histoire en même temps que j'écrivais Sens Renaissance, quand il y a eu la compétence larcin, c'était une compétence qui permettait de voler des choses aux gens sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai fait un mec qui se fait voler son pantalon. Voilà, c'est nul, hein. C'est une private joke, c'est pourri, mais voilà. Bon. Ça m'a fait rire. Donc, techniques d'immersion. Oui, des techniques d'immersion, voilà. Pour la peur, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé. Ah oui, j'en ai Aloïs. J'ai parlé en préparation un peu du podcast d'un scénario que j'avais fait jouer en huis clos solo. Oui, tout à fait. Donc c'était pas dans Sens, c'était dans Polaris. Ouais. Et il se trouve que j'étais debout la plupart du temps et j'étais devant un radiateur sur lequel je tapais à intervalles irréguliers pour simuler en fait les bruits des gouttes de sang qui tombaient une à une sans que les joueurs le sachent. Il y a une joueuse sur laquelle ça a particulièrement fonctionné, une géaniste en prime, qui a vraiment eu peur du début à la fin jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce que c'était et que là ce soit son personnage qui vraiment réagisse parce que ça l'a écœuré. D'accord. Dès le début, de toute façon, il commence dans une ambiance qui était assez glauque. Mais ce petit bruit régulier dont on ignore la provenance dérange. Alors là, Flavie, ah là là, si tu nous écoutes, Flavie, où que tu sois, on pense très fort à toi. Oui, bizarrement, c'est aux femmes qu'on pense. C'était la seule femme à la table et les trois autres ont beaucoup moins eu cet effet. Nous, on faisait des tapements comme ça réguliers, d'un coup, bam, un gros bruit, et Flavie, elle était ultra réactive à ça, elle hurlait dans la pièce, et du coup, elle faisait peur à tout le monde. Ou alors, Thomas, technique. Non, moi, j'ai pas vécu, mais j'ai entendu parler. Et dans le scénario de Z-Corps aussi, les joueurs qui commencent à parler un peu trop, au moment de l'attaque de zombies, paf, un gros coup sur la table, voilà ce que vous entendez. Ça surprend toujours, il y a cœur qui accélère et c'est clair. Ça marche. C'est super efficace. Soldevan. Pour revenir à Sens, il y a quand même un truc, c'est que premier quadrilla, tu flippes. Deuxième quadrilla... Pourquoi est-ce que tu flippes? Comment est-ce que tu mets cette technique Première fois que tu croises un quadrilla, basiquement, c'était dans l'épreuve de Ice Hill. De Ice Hill, merci. Ouais. Et en gros, le truc, c'est tu l'as pas vu, il a fait ça ultra rapidement. Mais ça, c'est du point de vue de la fiction, peut-être que c'est effrayant. Mais on oui, parle mais de technique ça de marche. maître de jeu. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça marche au niveau du joueur parce que la peur, c'est la peur de perdre son personnage. On est dans ça marche au premier. Et le problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre de quadrillas, tu finis par te rendre compte d'une certaine matière que, en fait, moi, mes joueurs sont assez brillants, ils ont déjà l'impression que je risque pas tant que ça de perdre mon personnage. Alors, en fait, finalement, si je devais expliquer ta technique, je dirais que c'est parce qu'ils ont peur parce que les joueurs ont peur de perdre leur personnage, ils ont peur. Et moi, c'est un problème dans ma chronique. Et du coup, moi, ils sont suffisamment brillants pour s'être rendu compte qu'il y avait peu de chances qu'ils perdent leur personnage, donc j'arrive plus trop à leur faire peur. Tu en D'accord. Ah ouais. Tu en un. Les joueurs peuvent recréer des persos, t'as le droit d'en tuer un. Ouais, c'est chaud dans ce sens. Parce qu'il faut que le joueur soit mais d'accord. attends, déjà, faut que le joueur soit à peu près d'accord. Moi, franchement, j'ai failli le faire parce que à la fin, de peu, il disait non, mais je le tue pas. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai déjà un problème de trop de perte de personnages déjà. Pour non, en fait, Soldevan, là, il y a un truc que tu peux faire qui est tout con. Tu les tues pas, vous pouvez pas mourir, mais alors vous allez être charclés, quoi. Moi, j'ai fait perdre des bras, j'ai fait perdre des mains, j'ai fait perdre des membres, j'ai crevé des yeux. Moi, Gunis, à la fin, il finira l'œil crevé. Et voilà, c'est quand t'abuses. Oui, et puis ils ont aussi transformé en Némésis. Sinon, t'as le solution, c'est que tu peux t'attaquer, tu peux pas leur attaquer à eux, mais tu peux tuer leur PNJ, quoi. Ah, je suis attaché à telle personne. Ah, tu fais les conneries. Ah, bah, c'est quoi avec tes conneries, elle est morte. Ouais. Tu peux les détruire, quoi. Juste pour le moment où Soldevan parlait, il y a quand même une technique assez simple, finalement, pour représenter la peur qu'il peut y avoir. C'est c'est même pas décrire, c'est dire des actions assez brèves, des phrases très courtes et incisives. Ouais. Pour aller directement dans le vif du sujet, ça peut monter. Comme quand on lit un livre et qu'on voit beaucoup de virgules, par exemple. Et puis des phrases dont ils ne comprennent pas forcément le sens. Ça va les intriguer, ils vont pas comprendre ce qui va se passer et ils vont angoisser, en fait. Ça, c'est génial.
Ça, c'est une bonne technique. Moi, j'évite je fais la plutôt ça des parce que les bruits qui tapent, Yosei, mon ami, si je fais ça, je pense qu'elle meurt directement. Le cœur qui lâche, il n'y a pas de souci. C'est très immersif. La puissance des mots. ça serait un petit peu salaud. mais non, mais la puissance des mots, oui, là, c'est clair. Par exemple, moi, dans le scénario de Blue Sky, à la fin, il y a quelque chose qui dit des phrases un peu incompréhensibles, mais qui sont en rapport. On le veut, ce scénar. Demain. Ne raconte pas, on veut. veut. En tout cas, il dit des phrases en rapport avec la métaphysique de sens. Et donc, les joueurs en convention ne sont pas foutus capables de bien encore comprendre tout ça. Et ça les fait flipper, quoi. Ça les fait flipper. C'est voilà, donc c'est ça c'est intéressant. Je vous vois tous me regarder avec des yeux là. Je disais la peur dans le sens c'est possible, mais pas en campagne au bout d'un moment en fait. Enfin, en scénar, en convention, c'est tout à fait possible. Le premier quadrilla, ils ont vraiment eu. C'est parce qu'il y a les poils qui les poussent boules. pendant la campagne. Aloïs, Adrien. Ouais, moi j'ai envie de revenir parce que là on est en train de s'égarer. Le sujet c'était comment on leur fait peur aux joueurs, c'est ça? Ouais, là c'est Si de la je ne faire peur. Ouais. Pour faire peur, bah alors le truc classique c'est, enfin de mon côté, c'est des descriptions normales, faire être neutre dans toute la partie. Mettons pour la colline de glace, bon bah il y en a un qui s'est retrouvé isolé parce que le pont s'est effondré, les autres étaient d'un côté, lui de l'autre. Ouais. Donc je lui décris, bon bah tu vas passer la nuit là, il y a personne, il fait froid, tout ça. Et puis tout d'un coup, mais c'est brutalité et tu romps le rythme. Quand tu romps le rythme, le joueur tout d'un coup il est déstabilisé, il perd ses repères. C'est plus bon, je dois passer la nuit ici, c'est tout d'un coup là il y a un truc qui me tombe dessus. Et ça fait réagir. Pareil, ils ont vécu ça dans Sens Mort quand ils viennent de faire l'épreuve de buveur. Où l'épreuve de buveur, donc où il découvre les usines à viande dans buveur. Et là, ben ils avaient l'impression de lutter un peu contre une serial killeuse, tout ça. Et par des descriptions tout à fait naïves, je leur ai décrit les usines, jusqu'au moment où ils voient passer un corps sur un crochet. Et donc c'est toujours faire une rupture. Et ça, c'est le truc qui fait réagir. La tartine de chocolat, Thomas. La tartine de chocolat. On en reparlera. Faut surtout pas se tromper dans les termes. On en a déjà parlé. Mes joueurs se rappelleront très très bien de l'exemple à Ice Hill, avec les personnages qui sont plantés dans le plafond. J'ai réussi à mettre beaucoup de tension à ce moment-là, et à un moment, un de mes personnages est passé dans l'ombre monde, et je lui ai dit désolé, il n'y a pas de piñata là. Il n'y a pas de piñata? Oui, il n'y a pas de piñata. C'est sorti tout seul. Et ça a brisé tout ce que j'avais mis 1 heure à mettre. Eh ben t'es con! Complètement, mais complètement. Donc avis à tous les auditeurs, ne faites jamais ça. Ouais, j'ai eu la même cas avec Wilfried qui dit bon allez maintenant, mais c'est plein de tension, plein de drames. Maintenant c'est dur, je sais, mais il va falloir se serrer les couilles. J'ai lapsusé serrer les couilles et c'était tout foiré. Le scénar était à partir de là est devenu une catastrophe. Une anecdote bien connue. Ça fait partie des techniques de ne pas faire certaines choses. Voilà. Alors, oui, parce que, généralement quand tu parles là-dessus, c'est que tu as déjà placé toute ton immersion, donc là tu as des joueurs réceptifs. Bah ouais. Et le faux pas, ils le reçoivent direct, donc tu clair. ruines tout. C'est clair. La peur, à votre avis, c'est un élément de sens quand même malgré tout. Parce qu'on en parle de manière naturelle, mais après tout, on aurait pu se dire ce sens, c'est un jeu qui fait pas peur. Enfin, c'est pas un jeu qui fait peur. Aloïs. Moi, en tant qu'expérience de joueur, le premier scénar que j'ai fait de sens, donc c'était dans Rebirth, dans Renaissance, c'était la découverte des fragiles. Ouais. Et d'être tout seul au fond de la flotte, dans une sorte de vaisseau bizarre où il se passe de drôles d'événements, mais il se passe rien. Moi, ça m'a fait peur. Je trouve que la peur fait partie de sens. D'accord, ok. Shadow. Et puis c'est intéressant la peur à faire ressentir. Même les joueurs, ils ont peur, mais ils aiment ça. Donc de toute façon, même si c'est pas un élément de sens, je crois qu'il faut en mettre de toute façon. Aloïs. Pour moi, la peur est un élément très important de sens en fait, en ce que c'est un outil plus qu'une fin. Parce que déjà, ça permet aux joueurs de mieux s'identifier au personnage, de faire peur aux joueurs. Et du coup, ça incite à la réflexion, je pense. D'accord. C'est pour ça que je m'en sers plus que je la recherche. La peur qui incite à la réflexion, c'est un peu bizarre. Adrien. Moi, c'est pas de la peur que je mets, c'est plutôt du suspense que de la peur. C'est pas, non, au sens, c'est pas un jeu d'horreur, donc il n'y a pas de peur.
il y a du dégoût dans Sens Mort et il y a du suspense dans Sens Renaissance. D'accord. C'est plus comme ça que je le vois. Après, le personnage a peur, mais le joueur, c'est plus du suspense qu'il ressent. D'accord, ok. Alors Thomas, on reprend ce débat là qui a l'air de vous animer tous les deux. Généralement, les gens, quand ils ont peur, ils réfléchissent plus beaucoup. Hein. Oui, alors non, justement, il faut pas confondre la peur panique et la crainte, le suspense dont parle. C'est plus de l'angoisse. Parce que regarde, ce dont parle Chemise, Adrien, c'est vraiment la peur au sens, le suspense, au sens où on a envie de savoir la suite finalement, ou presque qu'est-ce qui va se passer, on attend la suite. Et ça fait réfléchir. Le joueur ne pourra pas avoir peur en soi, puisqu'il est forcément, enfin, il peut avoir peur pour son personnage, mais la peur pour lui-même n'est pas présente, enfin, en tout cas dans ce que j'ai fait. Ah bah dans les retours qu'on a eu du kit d'initiation, je les ai pas fait. Ah, il y en a eu. Non, on a eu des réactions avec le kit d'initiation où effectivement il y a eu des braquages. Voilà, le jeu a vraiment fait peur pas au personnage, au joueur. De toute façon, là, on parle de l'immersion, c'est ça. Enfin, un personnage qui est en pleine immersion, enfin, il va avoir peur. Oui. Enfin, le joueur va avoir peur. Hein. Ouais, c'est complexe. C'est juste que le joueur en tant qu'individu, il va moins se sentir menacé du fait qu'il ait le cul posé sur une chaise. Alors dernière question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on est déjà à 1h20 de podcast, donc je sais pas si vous vous rendez compte. Et on n'a pas encore fait la vision de sens par mais voilà, mais en fait, oui et non, là on commence à s'en approcher. Mais justement, j'y venais. Mais justement, quelles sont, à votre avis, les choses que l'on doit transmettre par les techniques d'immersion? Donc on parlait de la peur tout de suite, mais quel genre de sentiment on doit transmettre lorsqu'on maîtrise Sens Renaissance et plus loin Sens Mort, c'est-à-dire Sens Renaissance d'une part et Sens Mort d'autre part? En gros, c'est quelle est la vision de Sens Renaissance qu'on veut donner de Sens Renaissance et Sens Mort? Non, quel genre de sentiment on doit transmettre dans les deux jeux? Oui, ça se rapproche de la vision. Aloïs, dans Sens Renaissance, quel serait le truc qui est récurrent? La fierté. C'est un mot sur lequel j'arrive pas, enfin un sentiment sur lequel je n'arrive pas à mettre de terme, peu importe quand j'y réfléchis. C'est peut-être la félicité de se sentir investi d'une mission qui est importante. D'accord. Et pour Sens Mort? Et du coup, avec cette félicité, la responsabilité vis-à-vis des civils. D'accord. Notamment, de la résistance en général. D'accord. Pour Sens Mort. À vrai dire, j'y ai pas vraiment réfléchi. Alors on passe le micro à Adrien, puis tu nous diras ça après. Adrien, pour Sens Renaissance, quel serait je vais commencer par Sens Mort, parce que pour Sens Mort c'est plus clair, parce que je suis en train de le faire jouer en ce moment. D'accord, plus proche. Pour Sens Mort, moi c'est la responsabilité. Ils ont été lâchés tout seuls, les immortels les ont abandonnés. Fin Longfinger, il est maussade dans son coin, il cherche sur la lune un peu partout, il s'en fout un peu des bugs maintenant. Ouais. Et les bugs sont là et on leur a dit vous devez libérer la lune. C'est du boulot quoi. Et ouais, c'est responsabilité avant tout sur la lune. Je veux que c'est le sentiment que tu cherches à transmettre. Je veux que les joueurs se sentent responsables. C'est marrant, je m'attendais à c'est marrant parce que je m'attendais à quelque chose de plus sombre, justement déception. Alors, en fait, non, parce que ça, le sombre et déception, ça vient forcément. J'ai pas besoin d'essayer de le faire. Les aventures sont autour de ça, donc du coup, c'est pas quelque chose que je vais essayer. Ça vient naturellement. Quand ils découvrent une usine de viande humaine, j'ai pas besoin d'avoir préparé grand chose pour les plonger dans le désarroi le plus complet. D'accord. Ouais. Ça fait d'autant plus rayonner leur sensibilité parce que le désarroi est grand en face, quoi. Ouais. Et puis eux après, du coup, moi j'ai essayé de pousser l'argument sur ces usines, elles vont continuer. C'est à vous de faire quelque chose parce que. Et là, c'est putain, mais il y a des lois qui défendent tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire sur Sens Renaissance. Et sur Sens Renaissance. Alors attends, c'était quoi la question? Quel sentiment est-ce que tu cherches à transmettre? Quel sentiment j'essaye de transmettre? De transmettre dans Sens Renaissance. Lui, il disait justement la fierté d'être investi d'une mission. Pour moi, c'est plus comme dans un manga, un shonen, c'est plus une idée de progression. D'accord. Ça va être à la base, premier quadrilla, mon Dieu, mais c'est quoi cette horreur? Et dernier quadrilla, bon, ils étaient 5, on était 4, ça va. C'est plus ça. Pour moi, c'est plus cette impression de progression et d'arriver au final que la victoire qu'ils ont, c'est une victoire méritée parce que ils ont progressé. Sens Mort, Aloïs, ça y est, t'as retrouvé. L'impuissance. L'impuissance, ouais, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. En un mot, je pense que c'est ce que je peux faire ressentir de mieux à mes personnages, c'est leur impuissance par rapport à ce qui leur arrive. Tu leur conseilles quel médicament? Tu pourrais me donner des conseils pour ça? Ça y est, ça clash.
la vache! Attention. Oui, Shadow, remets de l'ordre dans ce sujet-là. Ah non, moi j'aime bien. Cette moi. guerre fratricide. Donc, désolé Adrien. c'était trop tentant, quoi. Faut pas tendre des perches. Donc oui, le sentiment d'impuissance. Parlant d'impuissance. Cette digression. Le sentiment d'impuissance par rapport à ce qui arrive sur la Lune, même si au final ils vont agir, de prime abord, je veux qu'ils... Et par rapport à Miphos aussi. Oui, je voilà. pense. Ouais. Déjà, il y a Miphos parce qu'il va falloir qu'il se révolte pour pouvoir faire quelque chose un jour. Et par rapport ne serait-ce qu'au quadrillade mort, d'abord un sentiment d'impuissance avant de se rendre compte que finalement ils sont pas si dérisoires. Et c'est pour que ce soit ce qui se passe ensuite pour Miphos. Shadow. Moi, je les rejoins assez. Donc, fierté d'être investi d'une mission. Ajouter. Tu dirais ça Oui, tout à fait. Ouais. Impuissance et responsabilité. Voilà. Je pense Il qu'ils était ont cerné la problématique. Ouais, moi je pense aussi. Après, dans Renaissance, moi, le sentiment à faire, à transmettre. Moi, j'ai juste envie qu'ils se posent beaucoup de questions parce que moi, en tant qu'MJ, j'arrête pas de me poser des questions sur la suite. Je veux pas être le seul. D'accord. Voilà, mais autrement, dans les sentiments, ils ont fait le tour, je pense. Ils ont cerné. Soldevan, est-ce que tu as une idée là-dessus de ce que ce blanc est tout à fait Non, en fait, intéressant pour les auditeurs. J'ai pas encore trop réfléchi, mais oui, je pense que Pour l'impuissance. Je pense que l'impuissance déjà dans Mort, c'est bien. Ouais. Et même. Je vais pas faire toute ma campagne comme ça, mais j'ai envie de m'amuser à faire un scénario où je vais faire en sorte que mes joueurs se fassent chier. Dans son sport. Ouais. Oh non, ça marche pas. Ça, ouais. Non, faut pas faire ça, surtout pas. Si on pouvait donner un micro. En fait, j'en ai fait un de ces scénars comme ça, c'était pas voulu. J'ai fait un scénar, c'était un scénar très politique qui devait essayer de défendre un projet de loi pour qu'il y ait du commerce entre la Terre et la Lune. Parce que ça aiderait la résistance sur la Terre, ça aiderait la résistance sur la Lune. À la fin du scénario, vous avez pas l'air d'avoir trop compris ce qu'il faisait là. Le scénar suivant a été il y a 2 mois plus tard, un truc comme ça. Et donc je leur ai demandé, comme d'habitude, alors qu'est-ce qui s'est passé au scénar d'avant? Et là, ils m'ont regardé avec des grands yeux blancs. Je sais pas. On est allé d'oxystéron pour regarder les runes. Oui, non, ça c'était pas le scénar, ça vous l'avez fait à côté et je sais pas. Du coup, un scénar où ils se font chier. Non, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ouais, c'est une mauvaise idée. Ah ouais. Tu peux faire un scénar frustrant. Ouais. Mais pas un scénar où ils se font chier. D'accord. Que, ça, je suis tellement d'accord. Alors moi, c'était comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce que tu disais? Sauf si tu veux les anéantir, parce que dans ce cas-là, ils peuvent prendre à balle d'immersion négative. Et comme Soldevan a l'air d'être un fan de l'anéantissement, 2 jours anéantis dans la place. C'était pas de ma faute. Thomas, de Sens Renaissance, Sens Mort. J'avais déjà dit tout à l'heure, moi les sentiments que je veux dans Renaissance, c'est l'héroïsme. Ouais. Leur montrer que ils sont balèzes, et dans Sens Mort, l'impuissance et la réflexion. D'accord. Parce que c'est vrai que moi la réflexion, l'immersion, l'introspection. Voilà. Je trouve qu'en fait dans Sens Sens Renaissance, c'est plus tiens, on va te montrer un peu l'univers, ce que tu peux faire avec ton personnage. Et puis à Sens Mort, ça commence. Je suis entièrement d'accord avec Tom. Et je rejoins Loïs et Adrien aussi. Enfin, je pense que tout ça, on dit tous la même chose, donc à mon avis, c'est bon, quoi. Comme quoi, le message est bien passé. Oui, justement. Donc la vision qu'on a de Sens a l'air d'être à peu près la même finalement. C'est pas si différent. Après, le problème, ça reste Solipsis et Miphos. Ah, ça c'est un autre débat. Et je pense que déjà, tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, pour Renaissance, l'héroïsme, ça dépend sous quelle forme. Moi, je vais plus faire le monde, il est pourri. T'as intérêt à te bouger le cul et tu vas le rendre bien. C'est-à-dire par la valorisation. C'est pas du tout ça. Moi, c'est vrai que le bug, ce que je veux, c'est lui montrer que oui, t'es un héros. Dire que le gars, quand il se balade dans les taudis, t'as tout le monde en train de faire oui, vous êtes géniaux, vous allez nous sauver. Oui, mais justement, non, moi, c'est les bugs doivent réveiller le monde. Et la différence principale, à mon avis, que je vais faire, c'est que dans Sens Renaissance, ils y arrivent. Il y a, dans un cas, en fait, l'héroïsme est toujours là. Ce que veut dire Soldevan, c'est que l'héroïsme est toujours là et cette problématique est toujours là. Mais dans Sens Renaissance, ils y arrivent, alors que dans Sens Mort, ils échouent à effectuer cette action. Aloïs, Adrien, je sais pas, il y a l'un d'entre vous qui le parle. Je continue sur mon idée que Renaissance ne doit pas être trop empli d'héroïsme. D'accord. Ouais. Pourquoi? Je préfère garder ça pour la fin de la campagne, pour garder le parcours initiatique finalement. D'accord. Ah ouais. Mais ça permet de faire une vraie coupure avec Sens Mort, cet héroïsme. Comme disait, voilà. Disons que j'en fais pas des personnages qui sont capables de rien, mais je veux pas qu'ils se prennent trop pour n'importe quoi et que ça vienne
au fur et à mesure. Ouais, de toute façon, de garder le potentiel d'héroïsme sur le dernier, quoi. Voilà. Ouais, mais tu vois, le ressenti que moi, enfin, voilà, c'est vrai que j'ai fait les 3. Sans forcément dégoûter les gens. Ce que je veux dire, c'est vrai que dans Rebirth, moi, ce que j'aime, c'est que justement, le fait, je suis un héros. Je suis très fort. Dans Sens Mort, tout ce que je fais, je l'échoue, je réfléchis sur autre chose. Et justement, quand tu arrives à la fin, t'as bien réfléchi sur le monde, tu sais exactement ce que tu veux, et l'héroïsme est encore plus fort. Parce que là, enfin, tu peux de nouveau réussir tes actions. Moi, ce qu'en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans Sens Mort, je veux vraiment les casser, quoi. Mes joueurs, je veux qu'ils ressentent que le monde, il est super dur. C'est plus sympa, ce que tu faisais là-bas, c'était bien, parce que t'étais un résistant. Quelque part, les ennemis que tu combats, ils se laissent tuer, quoi. Et je veux dire, le retour dans Sens Cosmo est énorme, quoi. Parce que t'as un sentiment, justement, dans Sens Cosmo, après Sens Mort, t'en as tellement chié que dans Sens Cosmo, t'as une espèce de déferlante de bugs. Ah. Et l'héroïsme, il y a aussi. Un peu plus, si tu veux, Sens Renaissance, Sens Mort, Sens Cosmo. Comment il essaie de soutirer les infos. J'en ai déjà parlé. Si t'as écouté les podcasts, j'ai déjà parlé de ce que va être Sens Cosmo à peu près. Et c'est vrai que moi, j'ai construit un peu cette trilogie-là, je l'ai un peu construite sur le rythme d'un Star Wars. C'est con à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le premier, on a une histoire un peu cohérente où on a l'impression qu'il y a un espoir, un nouvel espoir, etc. Et un aboutissement finalement, la destruction de l'étoile de la mort et là, la destruction de l'Omicron sur Terre. Premier point. L'Empire contre-attaque, le moment où les héros s'en prennent plein la gueule, où ils vont perdre des amis, etc. Dans Sens Mort, on a un petit peu le même modèle, c'est-à-dire qu'on s'en prend plein la gueule, on va de déception en déception, on perd ses amis, il y a plein de trucs comme ça. Et dans Sens Cosmo, c'est comme dans le Retour du Jedi. Et si tu te souviens du Retour du Jedi dans Star Wars, ça blast. Et là, cette fois-ci, on résout les problèmes, quoi. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans Sens Renaissance, Quadria, c'est mon père. Non, c'est un Ewok. C'est toi, son père. Mais en tout cas, tu jetteras l'empereur dans un grand trou et il tombera bien bas. Non, moi, je voulais revenir sur Sens Renaissance, c'est que l'héroïsme en plus que tu donnes dans Sens Renaissance est très diminué parce qu'à la fin, t'apprends que tous les gens contre qui tu t'es combattu se sont laissés mourir. Oui, voilà. Donc, j'étais un héros, mais question quelque part, je suis vraiment un héros. Alors, moi, je trouve que c'est important. Moi, j'ai toujours fait jouer l'héroïsme à fond. Après, c'est ce que je pense, mais dans les faits, je pense que mes personnages se sont quand même sentis bien investis de la mission. Au final, vu que, comme on disait la dernière fois, ma campagne est tournée sur l'action du fait que je joue en club. Bon, en tout cas, merveilleux podcast. Vraiment, je pense que ce sera un podcast. Moi, j'ai pris grand plaisir. Tu penses vraiment qu'il y a encore des auditeurs? Moi, je sais pas s'il y a encore des auditeurs à cette heure-ci, mais en tout cas, ceux qui ont eu le courage de l'écouter jusqu'au bout. Mais les auditeurs, ils sont là autour de la table. Non, c'est pas ça. Ah, il a pas tout à fait tort. Et donc, je pense qu'il y a moyen de retirer vraiment beaucoup d'enseignements de ce podcast. Merci à vous tous. Merci à vous. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Bonne fin de soirée. Salut. Salut. Jouez bien.